Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un drame familial. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2021, un incendie se déclenche au domicile de Marie-France Lacaze-Dieu, alors qu'elle héberge ses 2 petits-enfants. Mais que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Tout commence à Abbas, dans les Landes. Ce 15 avril 2021, il est 1h du matin lorsque Sandrine Bonnebatch est réveillée en sursaut. Un terrible drame vient de se produire chez son père. Avec beaucoup de courage, elle a accepté de revenir sur le cauchemar qu'elle a vécu cette nuit-là. Mon téléphone il sonne, l'alarme vient de m'appeler et il y a le feu. Au domicile de Guy, personne ne répond et l'alarme évidemment est reliée à un certain nombre de téléphones de proches de la famille. Je saute du lit, je me mets le bas de pyjama, je réfléchis même pas. Voilà, la panique, vraiment la panique. Affolée, Sandrine et son compagnon Frédéric se précipitent au domicile de Guy, qui habite à 800 mètres. L'angoisse est d'autant plus grande que le retraité n'est pas le seul membre de la famille, en proie aux flammes. Dans cette maison habite Guy, sa compagne Marie-France. On se trouve en période de vacances scolaires. Il y a les petits-enfants de Marie-France qui ont passé quelques jours. C'est très grave parce qu'il y a les petits-enfants qui sont là. J'entendais les gamins tousser et j'ai appelé « Venez, je suis là, venez, venez ». Et bon, il n'y avait rien. Au péril de leur vie, Sandrine et Frédéric tentent de sauver les 4 victimes de l'incendie. J'ai mis la main sur une masse, j'ai cassé une fenêtre. On essaye de rentrer, Fredo passe la fenêtre, sauf que devant nous, il y a un mur de fumée noire. On ne voyait pas 50 cm devant. Et là, j'ai eu la respiration bloquée. Et j'ai réussi à avoir le réflexe de repasser la fenêtre, ressortir. Et ma respiration est revenue. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. C'est inimaginable, et ça fait très peur parce qu'on sait qu'ils sont dedans. Faut y aller là, ils vont s'étouffer là. Et c'est la panique. Impuissants, les proches de Guy en sont persuadés. Sa dernière heure, celle de sa compagne et de ses 2 petits-enfants de 10 et 11 ans, a sonné. C'est le début d'un incroyable fait divers, car ce tragique incendie ne devrait rien au hasard. Nous allons vous raconter l'histoire d'un mystérieux crime familial, savamment prémédité. C'est un incendie criminel. Tout ça a été très clairement préparé, comme une checklist d'un pilote d'avion. L'histoire d'une compagne au double visage. On n'a jamais prononcé le mot « je t'aime ». Ne supportais pas ma famille, ne supportais pas mes enfants. Mon courrier qui disparaissait. Quand il fallait manger le soir, il y avait 2 assiettes au lieu de 3. On s'aperçoit qu'on gêne. L'histoire d'une grand-mère et d'une mère prises dans un dilemme qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Je suis sa fille et je suis la maman des enfants. Je disais que c'était pas possible. Je souhaite à personne de vivre ça. Qui peut faire ça ? Qui peut faire ça, ces petits-enfants ? Il n'y a que le diable qui est en mesure de faire des choses comme ça. À Abbas, Guy, Marie-France et ses 2 petits-enfants sont toujours pris au piège quand les secours arrivent enfin. Immédiatement, les pompiers s'engouffrent dans le brasier pour en extraire les victimes, à commencer par les 2 petits garçons. Le pompier, il a pris son courage à 2 mains, il s'est mis la cagoule sur le nez, il a enjambé et le lit était contre la fenêtre. Il s'est mis debout sur le lit, il m'a passé le plus petit des gamins. Je pose le gamin soigneusement derrière, je repars vite et le grand, franchement, il a galéré pour le sortir. Il était entortillé dans la couette en train de tousser. Il me le passe, on le pose. Ils sont noirs de suie. Ils sont noirs. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu et je souhaite à personne de le voir.
Les enfants sont retrouvés, alors d'abord inconscients évidemment, très très vite on va essayer de les ventiler, etc. On se cale à les gifler pour les réveiller. Et en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Marie-France Lacazedieu est retrouvée au pied du lit des enfants. Marie, elle avait un comportement d'une personne en état de choc. Si la grand-mère des enfants est à demi consciente, pour Guy, son compagnon, c'est une toute autre histoire. L'homme est entre la vie et la mort. Une fois que les deux enfants sont sortis, je dis, il y a mon père, il faut sortir mon père. Parce que les pompiers, c'était tellement noir qu'ils ne voyaient rien. Je crie, il faut aller tout droit, il y a le couloir, au bout vous avez 2 canapés. À ce moment-là, j'entends, il est là, on l'a trouvé. Guy Bonnebatch est dans la cuisine, au sol, il est par terre, hein, comme un chien. Il nous le passe par la fenêtre et en courant, c'est moi qui arrive le premier. Et j'ai sa tête en face de moi. On le réceptionne, il est lourd, il est imposant, mais surtout, il ne réagit pas. Il est tout couvert de suie, de noir, quoi. Ça fait bizarre de trouver son papa comme ça, quoi. Vraiment, c'est très très dur. Il avait beaucoup de monoxyde, donc on est obligé d'intuber. Et bien là, je peux vous dire qu'on prend une claque quand même. On le met sur le brancard. Je l'accompagne donc moi jusqu'à l'ambulance. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Papa, on le voit partir intubé. Ça a été les images très compliquées. Et on ne sait pas s'il va revenir. On le voit partir comme mort, hein, clairement. On lui dit au revoir. Hein. Les 4 brûlés sont transportés en urgence à l'hôpital le plus proche. Caroline est la maman des 2 petits garçons. C'est au petit matin qu'elle apprend le terrible drame qui vient de se produire dans la nuit. Je me réveille en sursaut et j'attrape mon téléphone, premier réflexe. Et donc de là, je vois que j'avais une 50aine d'appels en absence. Donc là, je ne comprends pas. Je suis un peu livide. Folle d'inquiétude, Caroline se précipite au chevet de sa mère et de ses 2 fils à l'hôpital de Bordeaux. À l'arrivée sur Bordeaux, mes enfants sont dans des caissons hyperbares avec de l'oxygène. Donc l'idée, c'est de réoxygéner petit à petit les poumons de ces enfants pour chasser toute la suie, toutes les émanations de fumée qu'ils ont respirées. Mon plus grand, c'était très compliqué. Il était apparemment plus intoxiqué que le plus jeune. Mes enfants, c'est toute ma vie. Et ça sera toujours toute ma vie. Ça a été dur, ça a été dur. Seule la grand-mère des enfants semble être sortie de cet enfer, sans trop de séquelles. Autant les enfants et Guy sont totalement inconscients, autant Marie-France va être dans un état de conscience plus avancé que les autres occupants de la maison. Elle se tient bien toute seule. Voilà, elle, ça va. Alors, que s'est-il passé ? D'où provient le feu qui a totalement ravagé le pavillon au beau milieu de la nuit ? Déjà bouleversés, les proches vont bientôt tomber à la renverse. Tout le monde pense à un problème de cheminée, de chauffage électrique, de cet ordre-là, quoi. Il y a, et notamment à proximité de Guy, il y a un vélo électrique dans la cuisine. Est-ce qu'il y a eu un court-circuit ? Est-ce que tout cela aurait fait que le feu aurait été déclenché du fait d'une anomalie ? On se dit, il y a dû avoir un souci électrique sur le moment, c'est ça. C'est un accident, quoi. Seulement voilà. À la surprise générale, l'incendie qui a frappé la petite famille n'a rien à voir avec un banal accident domestique. La gendarmerie vient nous chercher à l'extérieur de la maison, nous demande si c'est normal qu'il y avait un bidon d'essence au pied du lit de la chambre de papa et Marie. Donc là, clairement, non. Un bidon d'essence dans la chambre. Qu'est-ce que vous racontez ? N'importe quoi. Il y a des chiffons qui sont entrelacés, imbibés d'essence. On retrouvera aussi un briquet qui est situé sur une chaise. On se retrouve donc face certainement à un incendie criminel. Quand on apprend ça, on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème, c'est plus que douteux. Je dis oui, apparemment, il y a un problème. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, ça c'est sûr.
On se pose des questions déjà la nuit, avec ma soeur, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas le concevoir. Jamais de la vie mon père aurait des ennemis, ni de... C'est pas possible, il est trop gentil, il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui s'entend très bien avec tout le monde, qui est toujours très gentil, toujours prêt à aider tout le monde. Donc non, aucun ennemi, vraiment une personne adorable. Ma maman, elle est aide à domicile, donc elle va chez plusieurs particuliers pour faire le ménage, les tâches ménagères et tout ça. Tout est au beau fixe. Elle est décrite aussi, notamment par ses employeurs, comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, de gentil. Qui aurait tenté de brûler vif Guy, Marie-France et les 2 petits garçons? La gendarmerie de Dax est saisie. Pour l'instant, seule la grand-mère peut éclairer les enquêteurs. Et selon elle, le responsable du drame serait peut-être Guy, son compagnon. En effet, interrogée, Marie-France explique que ces derniers temps, le retraité de 64 ans était diminué et à bout de force. Guy Bonnebatch, il est handicapé, il a été amputé il y a de cela quelques années. Mon papa était chauffeur routier. Il a eu son accident de poids lourd, où il a été amputé justement de sa jambe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est fait opérer quelques jours avant les faits, puisque il souffrait encore de cette jambe. L'orthopédiste avait dû procéder à une nouvelle intervention chirurgicale pour adapter mieux la prothèse sur le moignon. Et en attendant, Guy était un peu coincé dans son canapé, un peu comme un ours en cage, donc ça le rendait un peu irritable. Selon Marie-France, l'ambiance à la maison était devenue irrespirable et Guy était comme une cocotte minute prête à exploser. On sait qu'il y a eu quelques semaines auparavant une discussion assez forte concernant l'acquisition d'un camping-car. Il voulait investir dans un camping-car. Et ma mère ne voulait pas. En investissant dans ça, c'est pas une petite somme. Hein. Cet argent-là, elle voulait pas en manquer parce qu'elle voulait assurer sa retraite derrière. Donc c'était le gros quiproquo. Voici ce que déclare Marie-France aux gendarmes. Guy ne me parlait plus. Il était contrarié. Depuis 15 jours, ça devenait vraiment difficile. J'avais même la boule au ventre quand je rentrais du travail. Je me sentais de plus en plus tendue. Est-ce que vous accusez Guy d'avoir mis le feu à sa maison ? Je ne l'ai pas vu, moi. Après, il paraît qu'on peut tous péter un câble. Désespéré par son handicap, Guy Bonnebatch aurait-il voulu en finir en emportant avec lui le reste de la famille ? Les premières investigations semblent le confirmer. Madame Lacazedieu explique finalement que le soir des faits, il dîne. Guy, il regarde sa série avec Madame Lacazedieu. À 23h, j'ai dit tout le monde au lit. Je fais la bise au petit, je ferme la porte de la chambre en repartant et je me suis couchée. Et après, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Les petits-enfants, eux, seront retrouvés allongés dans cette chambre avec Madame Lacazedieu à leurs pieds. Guy, lui, on le retrouvera au sol, dans la cuisine. C'est vrai que nous, ça nous a perturbé avec ma soeur. Pourquoi il est dans la cuisine à 1h du matin ? Il aurait dû être à cette heure-là de la nuit au lit. Il faut également faire allusion au fait que, alors même que les uns et les autres sont retrouvés tardivement dans la nuit, nous sommes aux alentours de 1h du matin, le Guy est toujours habillé. Moi, je sais que papa, à 22h, ils sont au lit, ils sont en pyjama, ou en tenue de nuit, mais ils ne sont pas habillés à 1h du matin. Ils l'ont soupçonné d'avoir voulu mettre fin à ses jours. Et j'avoue, pendant 2 minutes, j'ai eu le doute. Pour les gendarmes aussi, l'hypothèse paraît crédible. Pourtant, elle ne va pas faire long feu. Et c'est Guy Bonnebatch en personne qui va venir rétablir la vérité. Voici Guy. Cloué sur son lit d'hôpital, le retraité va sortir du coma 5 jours après les faits.
Un véritable miracle. Mais je me suis réveillé à Bordeaux. J'étais soin intensif. Je dirais que c'est une petite étoile qui m'a sauvé quelque part. Et bon, les pompiers, quand ils sont venus, ils ont dit 3 minutes après, j'existais plus. Il lui restait 3 minutes. 3 minutes à vivre. 180 secondes. Et c'est rien. Ce jour-là, moi je le dis, il y a eu un miracle. Parce qu'on aurait pu tous y rester. On aurait pu tous y rester là. Les gendarmes sont arrivés pour m'interroger dans la chambre. On me retrouve par terre contre le placard à la cuisine. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Si le rescapé a un trou noir, il est formel. Il n'a absolument rien à se reprocher. Je n'ai jamais fait mal à personne. Ça n'est jamais venu dans mon esprit. Je venais être opéré, il faut un certain temps. Il faut compter un mois pratiquement avant la cicatrisation. Après l'opération, j'y vais tous les jours. J'y vais tous les jours voir comment ça se passe. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu arrives à marcher, etc. Et il a très mal. Mais il ne se plaint pas. C'est pas quelqu'un qui se plaint. Je m'étais mis dans la tête d'acheter un camping-car. J'ai cassé les pieds à tout le monde, on va dire. Mais c'était pas méchant. À tenter d'assassiner pour un camping-car, je trouve que c'est un peu bidon. Il y a des tensions, mais rien qui permette effectivement à Guy d'en vouloir à ce point-là à Marie-France et de passer à l'action en décidant de la supprimer. Et puis Guy n'aurait jamais touché à un cheveu des 2 petits garçons. Sans prendre aux petits-enfants de Marie, jamais de la vie. Sans prendre à mes petits-enfants, à n'importe qui, non, il ne peut pas. C'est pas concevable, il les aimait trop. C'est la folie, j'aurais jamais pensé. J'étais content d'avoir les enfants, c'était mignon. Bon, on jouait beaucoup, je les adorais. Et voilà, on jouait dans la cour. Moi, j'étais assis sur une chaise sans la prothèse et voilà, on plaisantait, on passait du temps comme ça, quoi. Les enfants, il appelait tonton. Papa s'en occupait comme si c'était les siens. On n'a plus notre papa, donc ils n'ont jamais connu leur grand-père. C'était vraiment le papy de substitution, quoi. Quelqu'un de vraiment génial, quoi. Mais surtout, quand bien même Guy aurait eu des idées malsaines, l'homme amputé d'une jambe n'aurait de toute façon pas pu commettre l'horrible crime. Mais comment voulez-vous qu'il fasse? Il est à un béquille et il peut pas sauter sur une jambe et tenir le bidon de l'autre. C'est pas possible. Même si j'avais voulu, je n'étais pas apte à porter un bidon d'essence. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Il ne peut pas mettre le feu à sa propre maison. Il ne peut pas, il ne veut pas, et non, c'est pas possible. Alors qui? Non seulement les allégations de Marie-France ne tiennent pas, mais Guy et son entourage vont faire des révélations. Et selon eux, la grand-mère leur faisait vivre un véritable enfer. C'est en 2012 que Guy tombe sous le charme de Marie-France Lacaze-Dieu. Une rencontre inespérée pour le quinquagénaire. J'ai rencontré Marie-France, c'était quelques années après que j'ai perdu mon épouse. Ma mère est décédée d'un AVC, rien de prévu, du jour au lendemain. Ça a été le choc pour tout le monde. Hein. Je ne me voyais pas rester seul. 2 ans après, approximativement, je me suis remis sur un site de rencontre. J'ai vu Marie-France, qui n'était pas très loin de chez moi. À 55 ans, je ne me voyais pas rencontrer quelqu'un. Et là, le fait d'être tombé sur elle, j'étais content de moi. Madame Lacaze-Dieu est aussi dans une solitude à ce moment-là. Ils vont dans un premier temps entretenir une relation, mais en restant chacun dans leur domicile. Puis très rapidement, Monsieur Bonnebadge va insister auprès de Madame Lacaze-Dieu pour qu'elle vienne vivre chez lui, ce qu'elle va accepter. Dans un premier temps, Guy vit un rêve éveillé au bras de sa nouvelle compagne, qui fait l'unanimité auprès du reste de la famille. Quand on la voit avec papa, tout se passe bien. Une personne gentille, petite, menue, rien de méchant au premier abord, hein, souriante. Les premières semaines, les premiers mois, il refait sa vie. Voilà, il a l'air heureux. On a fait des beaux trucs, hein. On a fait des croisières, on était au Portugal, en Espagne, on devait aller en Croatie. Guy pensait refaire sa vie et finir sa vie avec Marie-France.
Seulement le retraité va vite déchanter. Et la belle histoire d'amour va se transformer en calvaire. On n'a jamais prononcé le mot « je t'aime ». Ça m'embêtait un peu quelque part. Quand on partait, elle ne payait pas grand-chose. Elle n'avait jamais le porte-monnaie sur elle, même pour boire un café. Elle faisait le minimum de courses. Quand c'est les grosses courses, c'est moi qui les faisais. Toutes les charges étaient pour moi. Je faisais la musique. J'ai arrêté la musique en fait parce qu'elle n'aimait pas ça. Elle ne supportait pas que je parte en répétition, que je parte le dimanche, tout ça. J'ai préféré arrêter que la perdre quelque part. Hein. Marie-France, elle n'a pas véritablement d'amis. Guy, c'est tout l'inverse. Hein. Guy, c'est la convivialité, on reçoit à la maison. Elle lui faisait beaucoup de crises de jalousie parce que il allait voir des copains, enfin des amis pour aller boire le café. Et elle trouvait pas ça normal. Voilà, elle voulait savoir où il était quand elle était au travail. Elle lui fouillait le téléphone. J'étais jalouse de tout, sans aucune raison. Je faisais tout, absolument tout, pour justement qu'elle n'en soit pas. Et il n'y avait rien à y faire. Nicolas est le fils de Guy. Il a vécu quelques mois avec le couple. Mais l'homme va vite comprendre qu'il est de trop au domicile familial. Alors mon frère, quand ma mère est décédée, il est revenu vivre un petit peu avec papa pour éviter de le laisser seul. Puis ça a duré, donc il est resté là habité et puis Marie-France a aménagé. Au début, c'est tout beau, tout neuf, tout va bien. Tout va bien, on fait le repas, on cohabite. Moi je rentre le soir pour mon travail, tout allait bien au début. C'est après que ça a dégénéré. Mon courrier qui disparaissait. Quand il fallait manger le soir, il y avait 2 assiettes au lieu de 3. Elle lui fait très clairement sentir que il n'est pas le bienvenu là. Alors que c'est sa maison, c'est la maison de son père, bien sûr, mais c'est la maison où il est né, où il a grandi. Un jour, j'en ai eu marre et je suis parti. J'ai déménagé, je suis parti habiter dans un autre appartement. Et c'est de là qu'après, on a compris qu'il y avait un problème, quoi. Elle ne supportait pas ma famille, ne supportait pas mes enfants. Et à peine on arrivait, elle partait dans la chambre ou à la salle de bain, elle partait s'épiler. Alors on a beaucoup rigolé avec ça parce qu'elle a passé beaucoup de temps à s'épiler quand on était là. Je dis à mon père, elle est pas là, Marie-France? Si, elle doit être par là. J'y vais, elle est en train de s'épiler à la salle de bain, quoi. Et moi je lui dis, mais tu veux pas boire le café? Une première fois. Je la connais pas trop. Si, j'arrive. Bon, très bien. Une deuxième fois, une troisième fois. Et ça s'est présenté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je disais à mon père, mais elle veut pas qu'on vienne, on la dérange. Enfin, il y a un problème là, qu'est-ce qu'elle fait là? On s'aperçoit qu'on gêne, qu'on est gênant. C'est-à-dire, une fois pour boire le café, elle n'a rien trouvé de mieux que de prendre le balai et de nous balayer sous les pieds, nous faisant comprendre, allez, il faut partir maintenant, c'est plus la peine de rester. Et il y a pire. Selon les filles de Guy, même ses petits-enfants n'étaient pas les bienvenus. Et le comportement de leur belle-mère était devenu totalement surréaliste. Nos petits-enfants ne pouvaient pas venir si ses petits-enfants à elle n'étaient pas là. Voilà. Ils ne pouvaient pas les garder, ils n'avaient pas le droit. Il y a eu même une époque où ils les connaissaient plus que les nôtres, ça c'est sûr. Il y a une anecdote que racontera Guy, puisqu'ils ont acquis ensemble un canapé. Madame Lacazedieu n'acceptera pas que les petits-enfants de Guy s'asseyent sur ce canapé. Elle ne voulait pas que mes enfants s'assoient dessus. Les siens, oui, mais les miens n'avaient pas le droit. Je lui dis à mon père, mais il y a un problème, non? Attends, qu'est-ce qu'ils ont ces canapés? Ils peuvent pas s'asseoir dessus. Il y a de l'or dessus ou quoi? Enfin, je comprends pas là. Mes filles, elles ont pas le droit de s'asseoir. On se dispute avec lui. Tellement bien, il fait remonter le problème, je pense à Marie-France, qui lui dit, mais n'importe quoi, elles ont le droit de s'asseoir. Elle le manipule. Alors que concrètement, quand mes filles y vont, ou les petits à Sophie, ils n'ont pas le droit d'y aller. C'est comme ça. Et ils n'y vont pas parce qu'ils obéissent. Ça, papa, à un moment donné, c'est devenu trop compliqué à accepter. Donc il lui a remboursé la partie qu'elle avait versée sur l'achat des canapés afin que mes enfants puissent s'asseoir dessus, quoi. Aveuglé, Guy va ainsi céder à tous les caprices de Marie-France, au point de couper les ponts avec sa propre famille. Il s'énerve et nous dit, oui, vous êtes jalouse, oui, ça peut pas continuer, mais faites ce que vous voulez. Jusqu'au jour où il m'a appelé pour me dire, voilà, Marie, ça la dérange qu'on s'appelle autant, elle trouve que vous êtes trop présente dans ma vie. Donc à partir de maintenant, on va moins s'appeler.
Pour moi, ça a été, je l'ai vécu comme un deuxième deuil. En fait, c'est comme si on a enlevé mon père alors qu'il était là, mais que j'avais pas le droit de le voir en fait. On a passé quasiment 2-3 ans où on s'est pas vu ou très peu. Oui, j'en souffre. Pendant les 3 ans, j'en souffre, oui. Oui, parce que mon père, c'est sacré. J'ai tout fait à peu près pour elle. Je me suis coupé de mes enfants pendant 3 ans. C'était pas la meilleure chose que j'ai fait. On a vraiment l'impression qu'il dit souvent amen à ce que demande Marie-France. C'est-à-dire qu'il met beaucoup d'eau dans son vin et il laisse passer beaucoup trop de choses. Il est manipulé, il est naïf, entre guillemets. Il essayait de tolérer, mais il était très malheureux, très malheureux. Mais voilà, il était sous emprise. C'était une emprise totale. Elle voulait gérer toute sa vie en fait. Seulement 6 mois avant le mystérieux incendie, à l'occasion d'une énième crise de jalousie de Marie-France, le compagnon soumis avait décidé de réagir. J'ai une belle sœur avec qui je me suis toujours bien entendu. Et un jour, je l'ai appelée et j'ai dit, tiens, il y en a que je t'ai pas vu, tu pourrais quand même venir boire un café, ces 4. Ah, elle me dit, oui, je suis pas loin, je passe te voir. C'était amical, même familial, puisque pour lui, c'était comme sa sœur, en fait. Et puis après, ma belle-sœur est partie. Elle n'était pas passée le portail que, ça y est, Marie-France était en crise totale. Et me taper à la porte m'aurait tout cassé. Et là, je lui dis, écoute, ça y est, j'ai longuement réfléchi, j'ai pris ma décision. Et c'est fini. Je te veux plus, tu es malade, c'est pas normal. Voilà, je te mets pas dehors, je ne veux pas être fâché avec toi. Simplement, je veux que tu commences à te chercher un appartement. Tu restes le temps qu'il faut, mais tu te cherches un appartement, pour moi, c'est fini. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne. Et Guy en fait les frais au quotidien. Et au bout d'un moment, quand même, il va enfin lui dire « stop, et il faut que tu partes ». Ça, c'est juste avant l'incendie. Ça donne un beau mobile. Marie-France veut se venger de la décision de Guy de l'avoir mise à la porte. La compagne possessive aurait-elle mal supporté la rupture au point de chercher à supprimer Guy en le brûlant vif ? Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-France Lacaze-Dieu. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment la personnalité de la sexagénaire a alerté les enquêteurs. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-France Lacaze-Dieu, vous allez découvrir comment la personnalité de la grand-mère a alerté les enquêteurs. Avec moi, vous entendrez les voix des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Pour les gendarmes, c'est plausible. D'autant qu'ils en sont persuadés, le responsable de l'incendie est forcément quelqu'un qui était dans la maison. L'année de l'accident, quand nous on arrive sur place, tout est fermé. Tout est fermé, c'est-à-dire c'est des volets électriques, tout est électrique. Et tout est fermé de l'intérieur. Il n'y a plus les clés sur les portes, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien, tout est fermé à l'arrivée des secours et de mon frère et ma sœur. Donc personne n'a pu rentrer de l'extérieur. Oui. Bien sûr, les enquêteurs ne vont pas s'intéresser aux petits-enfants de Madame Lacaze-Dieu. Ces petits-enfants qui sont seulement âgés de 10 et de 11 ans. Ils sont trop petits pour comprendre ce qu'ils font déjà. Et après, il est resté comme Marie. Prends ça. Quelques jours après le drame, Caroline revient dans la maison incendiée pour récupérer les affaires de sa maman. Et elle va faire une terrible découverte qui semble faire de sa mère le suspect numéro 1. À la maison de Guy, je me dirige vers le garage et donc là, la voiture de maman était garée dedans. Et là, je vois qu'il y avait le sac de ma maman dans la voiture. J'ouvre la porte et en ouvrant la porte, j'ai senti une odeur d'essence, mais alors quelque chose qui m'a pris au nez, quoi. Et j'ai été au coffre de la voiture. Et dans le coffre de la voiture, il y avait un gros bidon, alors je ne saurais pas vous dire de combien de litres, un gros bidon qui était rempli d'essence et le bouchon était manquant. Voilà. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bidon d'essence ?
Caroline, elle constate qu'il y a là un bidon, et évidemment on le met en corrélation avec le bidon qui est retrouvé dans la chambre de sa mère et de Guy. Par acquis de conscience, Caroline signale aux enquêteurs cette étrange découverte. Mais pour la fille de Marie-France, cela ne fait pas de sa mère la coupable. Ma soeur la voit l'après-midi, donc lui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle dit qu'elle sait pas, elle se rappelle pas, elle comprend pas. Et puis reste un problème de taille. Ce sont les propres petits-enfants de la grand-mère présents le soir de l'incendie. Pour vous, c'est totalement inconcevable. Ah oui. Que votre maman puisse intenter. Enfin, pour vous, c'est. Ma mère, c'était la prunelle de ses yeux, les petits-enfants. Elle voulait qu'ils manquent de rien. Elle leur achetait vraiment ce qu'ils aimaient. Des Legos, il manquait de rien en fait. C'était la prunelle de ses yeux. Comme je lui ai toujours dit, et c'était pas un reproche, mais c'était pour la faire réagir, elle aimait plus ses petits-enfants que ses propres filles. Marie-France, elle est surtout passionnée par ses petits-enfants. Tout tourne, tout est centré autour d'eux. Même Guy et son entourage ne peuvent y croire. Ces petits-enfants, je les adorais plus que tout. Quand ils étaient là, en général, moi, je comptais plus, je n'existais plus. C'est ce que je disais souvent. Je ne la voyais pas capable de faire ça. C'est pas logique. C'est à ce moment-là que tout commence à se bousculer dans nos têtes, ouais. Réinterrogée par les gendarmes, la grand-mère, elle aussi, va s'indigner. Voici ce qu'elle leur déclare. Reconnaissez-vous avoir tenté d'assassiner vos 2 petits-fils ainsi que votre compagnon? Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, et même à leur mère. Elle aurait fait quoi de sa vie si j'avais tué ses enfants? Vous vous rendez compte? Enlever les enfants de ma fille, ce sont des mots qui sont durs à entendre. Qu'elle s'en prenne à Guy, on peut éventuellement l'entendre. Qu'elle entraîne avec elle ses 2 petits-enfants qu'elle aimait par-dessus tout. Là, on ne peut plus l'entendre. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'elle ait fait du mal à la chair de sa chair. Malgré ces dénégations, la mamie Gâteau aurait-elle tenté de tuer ses petits-enfants? Et si oui, pourquoi? Pour les proches, le doute subsiste autour du mystérieux incendie. Mais l'affaire va bientôt rebondir. Et ce que la famille s'apprête à découvrir est tout simplement impensable. À l'hôpital de Bordeaux, les enfants de Caroline sortent de leur léthargie. Le personnel m'a appelé pour me dire qu'ils étaient les 2 réveillés, qu'ils m'avaient réclamé, mais qu'elle leur avait expliqué que j'étais pas loin et que j'allais arriver, mais tout allait. J'avais retrouvé mes petits garçons, quoi. Mais le soulagement va être de courte durée, car les médecins vont procéder à des analyses de sang sur les 4 victimes. Et là, surprise. Il se trouve que Guy et les 2 enfants ont été drogués. On va trouver une dose importante de Temesta, plus exactement de benzodiazépine, c'est le nom scientifique. Je ne suis pas consommateur de quoi que ce soit, ni Temesta, ni autre chose. Là, c'est pas normal. On me demande si les enfants ont pour habitude de prendre... Donc je dis bien sûr que non. Est-ce qu'il leur est déjà arrivé de prendre des médicaments sans m'en parler? J'ai dit ah non, jamais, jamais, jamais. On en retrouvera aussi chez Marie-France, mais par contre pour elle dans des quantités thérapeutiques. Ce qui explique finalement que le soir des faits, les petits-enfants ainsi que Guy étaient inconscients et que Madame Lacazedieu, elle, était la seule consciente. Pire encore, les gendarmes découvrent que la grand-mère aurait tout prémédité. Dans les jours qui ont précédé les faits, Marie-France s'est fait prescrire donc du Temesta. Et puis c'est surtout un médicament sur lequel elle a fait des recherches sur les doses qu'il convient de donner, sur les effets du Temesta. C'est ce qui ressortira de l'expertise de l'ordinateur, de la tablette. On va retrouver l'ADN de Marie-France sur la anse du bidon d'essence. Tout ça a été très clairement préparé, comme une checklist d'un pilote d'avion. On sait que c'est elle. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça, ses petits-enfants? Ses propres petits-enfants.
inimaginable. C'est pas avec quelqu'un avec qui on s'entendait, mais pour autant, jamais on aurait soupçonné de tels actes venant d'elle. Il faut être tordu, entre guillemets, pour faire tout ça. Les ordonnances, tout était prescrit à l'avance. Même quelques mois auparavant, elle y réfléchissait, c'est sûr. Il n'y a que le diable qui est en mesure de faire des choses comme ça. Et comme si cela ne suffisait pas, les proches vont apprendre l'existence d'éléments troublants dans le passé de la compagne de Guy. Comme toujours dans ces affaires criminelles, bien sûr, les enquêteurs s'intéressent au passé de la suspecte, c'est-à-dire de Marie-France, notamment l'ex-mari de Marie-France. Elle est restée mariée 4 ans. Et puis c'est une relation qui va très mal se terminer. Il indiquera qu'à plusieurs reprises, il a été isolé de sa famille, de ses amis, avec une madame Lacazedieu d'une jalousie excessive. Elle allait même jusqu'à lui mettre des préservatifs dans la poche de sa veste pour, en fouillant ensuite sa veste, lui dire « Qu'est-ce que tu fais avec des préservatifs dans ta veste ?» Il a le sentiment que pendant cette vie, il a été régulièrement drogué par sa femme. Et on retrouvera d'ailleurs du Temesta dans les analyses qui seront faites le concernant. Madame Lacazedieu lui aurait jeté des produits caustiques sur le visage, voire même a essayé de lui en faire avaler. Au plus haut de leur dispute, elle lui a dit « Mais un jour ça va mal finir, je mettrai le feu à ta baraque avec toi et moi à l'intérieur. » Et là on est en 2009. L'ex-compagnon portera plainte pour violence conjugale. Marie-France Lacazedieu sera totalement innocentée dans cette affaire, faute de preuves. Mais pour la famille de Guy, cet épisode fait écho à sa propre histoire. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Un homme qui semble être sous l'emprise d'une femme, la présence de Temesta. Ça fait bizarre quand on entend ça, parce qu'on est loin d'imaginer qu'il y a déjà eu une affaire. On va dire que c'est le hasard. Voilà. On se demande à qui on a eu affaire pendant toutes ces années, quoi. Une semaine après le drame, Marie-France Lacazedieu est donc mise en examen pour triple tentative d'assassinat. Elle est incarcérée. Caroline, sa fille, n'oubliera jamais le jour où elle a appris la terrible nouvelle. Je crois que c'est mon téléphone qui sonne. C'est ma sœur qui décroche. Et donc, de là, donc c'était quelqu'un de la police judiciaire de Dax qui nous appelait pour nous informer qu'elle avait été mise en garde à vue à partir du moment où il nous appelait. Voilà. Et là, l'effondrement. On ne comprend pas. Donc on est toutes les deux en voiture, moi qui conduis, on se regarde. Là, on se dit, mais c'est pas possible, on est dans un film. Qu'est-ce qui nous tombe encore dessus, quoi. Je suis au milieu, je suis sa fille et je suis la maman des enfants. Caroline, elle est dans la position la plus indélicate, dans la position que personne n'aimerait être, en fait, à savoir, c'est sa mère, elle a plus son père, donc c'est sa mère qui a fait ça, mais c'est aussi ses enfants qui ont subi ça. Face aux preuves qui accablent Marie-France, Caroline doit bien l'admettre. C'est sa propre mère qui a tenté de tuer ses enfants. Je savais que c'était elle au fond de moi, parce que de toute façon, il y avait qu'elle, mais au début j'avais du mal à me l'avouer. Moi qui suis quelqu'un de très dur et qui ai des épaules pour porter beaucoup de choses, l'émotionnel vraiment, je souhaite à personne de vivre ça. Le choc est d'autant plus rude qu'avant de commettre son crime, sa mère Marie-France aurait fait preuve d'un machiavélisme inouï. Alors là, c'est les vacances de Pâques. Ma maman, donc elle était venue les chercher le dimanche dans l'après-midi et ils étaient censés rentrer le mercredi. De là, elle m'avait fait un appel. On me demandait si elle pouvait les garder un jour de plus. Et je lui avais dit, si à vous, ça vous embête pas et que tonton, il a rien de prévu, je vous les laisse avec plaisir. Elle va appeler Caroline en lui disant, écoute, j'aimerais bien garder les enfants une nuit de plus, une journée de plus. Et c'est précisément la nuit où il va se passer ce drame. C'est une horreur. C'est une horreur, ouais. Et ce n'est pas tout. Caroline va découvrir que sa mère lui aurait fait des virements bancaires la nuit du drame. Là, je fais le relevé et là,
je vois que j'avais reçu donc 3 virements en tout, qui comptent un total de 9 000 € qui m'ont été versés sur mon compte bancaire. Elle va faire 3 virements à quelques minutes d'intervalle, minuit 13, minuit 17, minuit 18. Donc là, je comprends pas. Donc je me dis, mais c'est quoi ça? Lui laisse cette somme d'argent, mais où elle sait en même temps qu'elle va lui prendre ce que Caroline a de plus cher, c'est ses propres enfants à elle, les 2 petits. Elle a payé sa fille alors qu'elle allait tuer ses petits-enfants, quoi. Comble du cynisme, alors qu'elle est en détention provisoire, Marie-France Lacaze-Dieu va écrire à sa fille pour lui demander de protéger les enfants. Lors de l'incarcération, des courriers seront interceptés où elle aura tout de même l'outrecuidance de demander à sa fille, surtout pendant l'été, de bien protéger ses petits-enfants du soleil en leur mettant de la crème protectrice pour qu'il n'ait pas de brûlure du soleil. Alors que l'on sait qu'elle était prête à les faire périr par les flammes. C'est incompréhensible. Vous êtes complètement perdu au milieu de tout ça. En fait, c'est le pourquoi. Pourquoi Guy, ok, ça peut arriver à un couple, je suis d'accord. Mais pourquoi eux, quoi? Pourquoi les enfants? Pour tenter de comprendre, il faut remonter en 2013. Caroline divorce. Célibataire, avec 2 enfants en bas âge, la jeune femme demande de l'aide à sa maman. Je suis séparée du papa de mes enfants. Je suis seule, donc elle venait au moins 1 fois par semaine, parce qu'elle les récupérait à l'école 1 à 2 fois par semaine. Parce que moi je travaillais, elle les faisait goûter, voilà. Si je rentrais un peu tard, elle leur donnait le bain. Après, elle se les prenait les week-ends, ou alors elle les prenait quand moi j'avais besoin. Maman, elle est heureuse. Mais petit à petit, Marie-France Lacaze-Dieu va devenir de plus en plus intrusive et envahissante. J'ai toujours été toute seule à devoir tout gérer, donc l'école, la santé, tout ça, enfin, et c'était jamais assez bien. Mes enfants, ils ont toujours eu de l'embonpoint, donc vraiment depuis tout petit. Elle était vraiment axée dans ça, alors que moi, en tant que parent, enfin pas du tout. Je les ai toujours élevés à s'accepter tel qu'on est, même si on a l'embonpoint, il faut faire attention, ma chère. Elle n'avait pas confiance à sa fille, question d'éducation. Donc sa fille se débrouille, elle travaille pour les élever, tout ça. Je lui avais dit à Caroline, c'est pas toi la mère, c'est Marie-France, c'est ta mère. C'était exagéré. Vous pensez qu'elle voulait prendre votre place? Je pense qu'elle voulait pas prendre ma place, mais elle aurait voulu que je fonctionne comme elle voulait. Entre mère et fille, les conflits à propos des 2 petits garçons étaient de plus en plus fréquents. Caroline, elle s'estime effectivement en mesure d'élever correctement ses enfants sans avoir des conseils sans arrêt et perpétuels de sa propre mère. Donc elle essaie de recadrer les choses. Dès qu'elle était là, en fait, mon autorité, elle était remise complètement en question. 2-3 fois, je me suis fâchée avec elle à cause de ça. Selon les psychologues, désespérée, Marie-France n'aurait pas supporté de voir ses petits-enfants lui échapper. Et elle aurait décidé de se donner la mort en les emportant avec elle. Il y a eu 4 experts psychiatres qui l'ont examinée et qui ont exactement les mêmes conclusions. Ils la voient dans une espèce de toute-puissance. Elle seule sait ce qui est bon pour les autres. Et la toute-puissance, ça veut dire tout contrôler. On peut imaginer qu'elle est dans une forme de désespoir de perdre le contrôle de l'éducation de ses petits-enfants. Qu'elle ne contrôle plus sa fille, Caroline, ce qu'elle a fait pendant des années, et que par désespoir, elle décide de tout démolir. C'est une hypothèse, je n'ai aucune certitude. Une chose est certaine, le soir du 15 avril 2021, Marie-France Lacaze-Dieu est bien décidée à éliminer ses 2 petits-enfants de 10 et 11 ans, ainsi que Guy,
son compagnon. Et voici le terrible récit de cette funeste soirée. J'ai eu mes enfants par vidéo, appel vidéo ce soir-là, pour savoir si ça allait. Ils sont chez mamie et tonton, ils sont bien, là ils s'occupaient à jouer à leur console, je crois. Tout était normal. Elle va demander aux enfants d'appeler leur mère à quelques heures d'un drame. Chose inhabituelle, la grand-mère va demander à ses petits-enfants d'appeler aussi leur papa. Elle ne voulait pas qu'ils appellent leur père quand elle les avait. Elle ne l'aimait pas. Donc les enfants n'appelaient jamais leur père. Mais là, ce soir-là, oui. Et aujourd'hui, avec le recul, ouais, c'était entre guillemets l'appel d'adieu. C'était le dernier appel à leur père. On le voit comme ça. On ne peut pas le voir autrement. C'est l'heure de passer à la deuxième phase de son plan, empoisonner Guy et les deux enfants. Pour cela, elle va leur préparer leur plat préféré. Elle sait que ses petits-enfants adorent la soupe de légumes qu'elle leur prépare. Ils aiment ça. Et donc, traditionnellement, le soir, elle fait réchauffer la soupe. En plus des ingrédients habituels, elle y met du temesta. Elle avait tout mis dans un petit pot qu'elle a mis dans la machine pour faire la soupe, là. Et elle a tout mixé. Elle leur fait prendre la soupe comme si de rien n'était. Elle les drogue. Elle va servir en quelque sorte ce poison, aussi bien aux enfants qu'à Guy. Elle ne prendra pas de soupe. Les enfants, après avoir mangé cette soupe, vont se coucher. Puis ils vont rapidement perdre conscience. Guy, totalement inconscient, est tombé de sa chaise et il est au sol à côté de la table de la cuisine. Elle va aller au garage pour prendre le fameux jerrycan d'essence. Elle va mettre un petit peu d'essence dans la chambre des enfants, également dans la cuisine. Et elle va également mettre de l'essence dans le salon. Puis, la grand-mère va prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sûre que toute la famille périsse dans les flammes. Madame Lacazedieu prend le soin de scotcher le détecteur de fumée qu'avait installé Guy pour être sûre que rien ne fonctionnera. Elle va fermer toutes les ouvertures de la maison et tous les volets électriques et totalement la calfeutrer et fermer la porte d'entrée à clé. Seule personne consciente dans la maison, Marie-France Lacazedieu. Elle va prendre une ultime précaution pour ne pas souffrir dans l'incendie. Monsieur Bonnebatch faisait l'objet d'une opération chirurgicale. Il y a cette fameuse morphine qui avait été prescrite à Monsieur Bonnebatch qui va disparaître et que l'on retrouvera dans son sang à elle après les faits. Tout est prêt. Mais chose incroyable, avant d'allumer la mèche, Marie-France va léguer ses économies à sa fille. Elle fait des virements à sa fille Caroline, un peu comme une succession, un héritage. 9 000 € vont transiter, comme s'il s'agissait d'une espèce de testament. Elle a encore cette lucidité de régler ses comptes à tous les sens du terme. Et puis, elle coupe l'électricité. Et elle met le feu à l'aide du briquet qu'elle avait en sa possession. Et elle se rend au pied du lit de ses petits-enfants. Le plan de la grand-mère était presque parfait. Seulement, il y a un détail qu'elle ignorait. En fait, Guy avait installé un deuxième système d'alarme. Il y avait le boîtier traditionnel qui déclenche en cas d'incendie. Et là, il y avait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, équipé d'une batterie autonome, qui même en cas de coupure de courant, fonctionne et déclenche l'alerte auprès d'une centrale. Marie-France n'était pas au courant. Je ne savais pas qu'il y avait une batterie qui prenait le relais s'il y avait une panne de courant. Elle a cru qu'en disjonctant, l'alarme n'aurait pas marché et elle aurait pu être tranquille tout le temps qu'elle voulait. Ce qui est sûr, c'est que si les pompiers n'interviennent pas ce soir-là, ou en tout cas si cette alarme ne se déclenche pas,
il y a 4 décès de la nuit du 14 au 15 avril 2021. Le lundi 30 septembre 2024 s'ouvre le procès de Marie-France Lacaze-Dieu devant la cour d'assises des Landes. La grand-mère va devoir s'expliquer sur la triple tentative d'assassinat dont elle est accusée. Pour les parties civiles qui ne l'ont pas vue depuis 3 ans, c'est une nouvelle et terrible épreuve. On la voit arriver forcément menottée, des cheveux tout gris. Forcément qu'on est surpris. Le premier jour du procès, elle m'a fait penser à une petite fille qui aurait fait une bêtise et qu'on était en train de punir. La tête rentrée dans les épaules, vraiment à se trifouiller les mains. C'était vraiment ça. On attend la vérité. Par rapport à l'accident, j'avais envie d'entendre que c'était elle qui ait fait ça. On aimerait avoir des réponses. Le pourquoi. Seulement, les proches vont vite déchanter. Acculée dans le box, la sexagénaire avoue les faits. Mais elle va invoquer une raison totalement insensée pour expliquer son geste. Oui, elle reconnaît, mais elle reconnaît parce qu'elle ne peut plus nier, quoi. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est dans une période de sa vie extrêmement difficile, elle est à la limite de la dépression, elle ne contrôle plus rien, et que j'ai des petits-enfants qui sont peut-être un peu en surcharge pondérale, mais comment ça va se passer la suite pour eux? Ils vont vivre une vie infernale, ils vont être moqués, et donc tout ça est la goutte d'eau qui fait déborder ce vase de trop plein. Et voilà, ils vont partir avec moi, et comme ça, moi je les protégerai dans l'au-delà. Elle dit qu'elle voulait mourir et qu'elle voulait amener ce qu'elle aime avec elle. Autant dire que quand moi j'aime quelqu'un, je ne vais pas le tuer. Hein. Donc tu veux mourir, mais tu meurs seul. Tu n'amènes pas tes petits-enfants. Ils ont toute une vie à se faire, toute une construction à se faire. C'est dément, c'est pas possible. C'est son cerveau, voilà. C'est ce qu'elle dit. C'est son cerveau qui a vrillé, c'est pas elle. Et la question principale de Guy, c'est de dire pourquoi tu m'as fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux comprendre. Et il n'a pas eu de réponse parce que Marie-France lui dit mais Guy, il n'y a aucun souci, moi je t'aimais. C'est une drôle de déclaration d'amour qu'elle lui a fait là quand même. C'était pas un amour, ça, j'avais pas envie de partir avec elle. Moi, Après 4 jours de débat, le verdict tombe. La cour d'assises des Landes va la sanctionner sur une peine qui est une peine lourde, puisqu'elle va être condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Elle n'a aucune réaction. C'est la platitude, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Une grand-mère qui fait ça à ses petits-enfants, elle s'effondre, elle pleure, elle ne va plus voir ses petits-enfants, quoi. Eh bien, elle, non, rien. Quand j'entends le verdict, même si je sais qu'elle le mérite et qu'on est effondré, on est effondré. Aujourd'hui, Guy Bonnebatch a rebâti sa maison et regrette ce terrible gâchis. Parfois on me pose la question, alors t'es soulagé, Non, j'ai aucune raison d'être soulagé. Non, je suis revenu dans ma vie, mais bon, voilà. Je me retrouve exactement comme 10 ans en arrière, seul. Les enfants âgés de 14 et 15 ans sont en parfaite santé. Bien conscients qu'ils ont frôlé la mort, ils ont fait le choix de ne plus revoir leur grand-mère. Ils ont été suivis psychologiquement et ils avancent, c'est jugé, ils ne veulent plus la voir. Ils ont pris leur décision, c'est légitime. Ils vivent une vie d'adolescents normale, remplie de copains, de vie tout simplement, quoi. Ils sont en vie, c'est le principal. Quant à Caroline, prise dans un terrible dilemme, elle tente de se reconstruire. Votre maman vous manque? Je me suis construite toute seule. Et donc aujourd'hui, non, elle ne manque pas ma vie. Elle a failli tuer mes enfants. Voilà, on est passé pas loin. Je les aurais perdus, je pense que je ne serais plus ici, c'est sûr. Malgré ce qu'elle a fait, aujourd'hui, si je suis comme je suis et que j'ai l'éducation que j'ai
Et ma sœur aussi, c'est pas grâce à notre père, c'est notre mère. Donc il y a ce conflit-là de loyauté aussi. Grâce à elle, je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais elle a fait ça, donc elle mérite. Mais ça fait mal. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-France Lacazedieu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Le village de Lacazedieu semblait sorti d'un autre temps, un lieu où les heures s'étiraient et les secrets se murmuraient entre les murs de pierre des vieilles maisons. Au premier abord, tout paraissait paisible. Les ruelles étroites étaient bordées de glycines et de petites boutiques artisanales. Les habitants se saluaient, partageaient des nouvelles triviales, et la vie s'écoulait avec la régularité d'une horloge ancienne. Mais derrière cette apparente sérénité, un drame silencieux se préparait, un drame qui allait secouer le village et bouleverser toute une communauté. Tout commença par un dimanche matin d'avril, quand la police locale reçut un appel anonyme signalant des comportements inquiétants venant d'une maison isolée au bord du lac. La demeure appartenait à Madame Hélène Lacazedieu, une grand-mère respectée de tous, connue pour sa gentillesse apparente et son implication dans toutes les activités sociales de la commune. Elle était veuve depuis de nombreuses années et vivait seule, sauf lorsque ses petits-enfants, Clémence et Julien, venaient passer les week-ends avec elle. Les enfants étaient âgés de 10 et 8 ans, deux âmes lumineuses qui apportaient de la joie à cette femme âgée et à toute la communauté. Pourtant, derrière le sourire chaleureux d'Hélène, se cachait un monde de frustrations accumulées et de rancunes silencieuses. Les enquêteurs découvrirent rapidement que les relations entre la grand-mère et ses enfants adultes, ainsi qu'avec certains membres de la famille étendue, étaient tendues depuis des années. Des disputes pour des questions d'héritage, des rancunes liées à de vieilles querelles familiales, et des reproches à peine voilés sur la manière dont elle avait élevé ses propres enfants nourrissaient une colère sourde et persistante. L'arrivée des forces de l'ordre fut discrète. Les policiers tentèrent d'abord de dialoguer avec Hélène, frappant à sa porte avec douceur, sachant qu'une approche agressive pourrait aggraver une situation potentiellement dangereuse. Mais à l'intérieur, un silence pesant régnait. Des traces de désordre dans le salon trahissaient une agitation récente, et la table de la cuisine portait des restes de repas froids. Il était évident que quelque chose clochait. Hélène ouvrit finalement la porte, un visage serein mais fatigué, et salua les policiers comme si de rien n'était. Sa voix, douce et mesurée, contrastait étrangement avec l'angoisse que les enquêteurs percevaient dans l'air. Elle expliqua que les enfants jouaient dans le jardin et qu'elle préparait leur goûter. Mais lorsque les policiers pénétrèrent dans le jardin, ils constatèrent que le calme apparent masquait une scène inquiétante. Les jeux d'enfants étaient abandonnés, des jouets éparpillés, et un silence étrange enveloppait de l'espace. Les arbres qui bordaient la propriété offraient des caches parfaites pour observer sans être vus, et les enquêteurs ressentirent immédiatement une tension inhabituelle, presque palpable. Les voisins, interrogés par les enquêteurs, décrivirent Hélène comme une femme aimante, mais certains évoquèrent des comportements récents qui semblaient étranges. Des courses nocturnes à la pharmacie pour des médicaments inconnus, des promenades solitaires au bord du lac et parfois des murmures incompréhensibles à voix basse. Ces éléments, pris isolément, auraient pu paraître anodins, mais mis bout à bout, ils dessinaient un tableau troublant. Quelque chose se préparait dans l'ombre, et les enquêteurs sentaient que le temps pressait pour éviter une tragédie. L'histoire familiale de Madame Lacazedieu était complexe. Ses deux enfants adultes avaient quitté la maison depuis longtemps, chacun avec ses propres rancunes et blessures du passé. Il existait des désaccords sur la gestion de la succession, sur l'éducation des petits-enfants et sur des conflits anciens que la grand-mère refusait de reconnaître. Hélène se retrouvait isolée, seule, mais consciente du pouvoir qu'elle exerçait sur ses petits-enfants. Une question terrifiante traversa l'esprit des enquêteurs. Pourquoi une grand-mère, symbole traditionnel de protection et d'amour, pourrait-elle envisager de nuire à ceux qu'elle était censée chérir plus que tout au monde ? Les experts en psychologie qui furent appelés à analyser la situation soulignèrent la complexité des motivations humaines. Parfois, la haine et l'envie naissent de la proximité et de la familiarité, et l'amour peut se transformer en obsession destructrice. Hélène, par ses gestes et ses paroles,
montraient des signes d'une détresse psychologique profonde, mêlée à des pensées irrationnelles. Les enquêteurs découvrirent des carnets intimes, où la grand-mère écrivait ses ressentiments, ses frustrations et ses envies morbides, soigneusement codées, pour que personne ne puisse les comprendre sans un travail de décryptage minutieux. L'un de ces carnets décrivait des scènes imaginaires où elle se débarrassait de ceux qui, selon elle, troublaient sa tranquillité et menaçaient sa vision de la famille parfaite. Ces écrits révélaient un mélange de culpabilité et de justification, un combat intérieur où l'amour et la haine se confondaient, créant un univers mental dangereux. Les psychologues interrogés par la police expliquèrent que ce genre de double pensée était un indicateur sérieux de passage à l'acte. La personne pouvait rationaliser des actes monstrueux sous couvert de protection ou d'amour mal compris. Au fil des investigations, les enquêteurs constatèrent que le lien entre Hélène et ses petits-enfants n'était pas uniquement affectueux. Il existait des rituels particuliers, des règles strictes imposées aux enfants et des punitions sévères pour la moindre désobéissance. Les enfants, bien que jeunes, montraient des signes de peur et de méfiance lorsqu'ils parlaient de certains moments passés avec leur grand-mère. Clémence, en particulier, évoquait des scènes où Hélène lui avait interdit de parler de certains sujets à ses parents et lui avait intimé le silence sur ses émotions. Julien, quant à lui, paraissait plus réservé, mais ses dessins et ses cahiers laissaient transparaître une anxiété inhabituelle pour son âge. Ces indices, bien que subtils, orientèrent l'enquête vers une hypothèse inquiétante. La grand-mère, loin d'être uniquement protectrice, pouvait nourrir des intentions néfastes envers ses propres petits-enfants. Mais le mystère demeurait. Qu'est-ce qui pouvait pousser une personne âgée, respectée et entourée à envisager un acte aussi extrême? Les enquêteurs savaient que comprendre la psychologie de Hélène serait essentiel pour prévenir le pire et résoudre l'affaire avant qu'elle ne dégénère. La tension monta lorsque la police décida de fouiller la maison en profondeur. Derrière les portes fermées et les rideaux tirés, les pièces semblaient normales, mais certaines zones, comme le grenier et le sous-sol, révélaient des préparatifs inquiétants. Des médicaments stockés en grande quantité, des instruments de mesure inhabituels et des notes codées sur des feuilles éparpillées. Tout semblait indiquer que Hélène réfléchissait à un plan précis, méthodique, et qu'elle n'agissait pas impulsivement. Les enquêteurs réalisèrent que le temps était compté, et chaque minute pouvait rapprocher la famille d'un drame irréversible. Alors que le village restait dans une inconscience relative, ignorant la tempête qui se préparait derrière les murs de la maison Lacaze-Dieu, les enquêteurs comprirent que cette affaire n'était pas simplement celle d'une grand-mère en détresse. C'était un puzzle psychologique complexe, mêlant amour, haine, pouvoir et obsession. Pour comprendre le pourquoi de ses intentions, il fallait plonger dans son passé, ses blessures, ses rancunes et les traumatismes familiaux qui avaient façonné sa perception du monde et des relations avec ses petits-enfants. L'affaire Lacaze-Dieu, dans sa dimension la plus troublante, révéla une vérité dérangeante. Parfois, le mal peut se cacher là où on l'attend le moins, derrière les sourires, la douceur et l'image rassurante d'une figure maternelle ou grand-maternelle. Les enquêteurs allèrent devoir naviguer entre la logique et l'irrationnel, entre les indices tangibles et les signes invisibles, pour découvrir la vérité avant que l'horreur ne frappe. Et c'est dans cette atmosphère lourde de suspicion et de peur que le mystère commença à se dévoiler, lentement mais inexorablement, ouvrant la porte à une plongée dans les ténèbres de l'esprit humain, là où l'amour et la haine se confondent dans un mélange aussi captivant que terrifiant. Les jours qui suivirent l'intervention des forces de l'ordre furent marqués par une tension palpable dans le village de Lacaze-Dieu. Les habitants, d'abord curieux, commencèrent à chuchoter derrière les volets fermés, s'interrogeant sur ce qui pouvait bien se passer chez la grand-mère Lacaze-Dieu. Le téléphone de la police ne cessait de sonner. Témoignages, rumeurs, observations insignifiantes mais inquiétantes pour les enquêteurs. Chaque détail, même le plus infime, pouvait constituer un indice crucial. Pendant ce temps, Hélène, consciente de la surveillance discrète mais constante dont elle faisait l'objet, adopta une attitude encore plus calculatrice. Elle continua à se montrer en public, sourire poli aux lèvres, visage serein, discutant avec les voisins comme si rien ne s'était passé. Mais ceux qui la connaissaient depuis longtemps remarquèrent un éclat étrange dans son regard, un mélange de défi, de froide détermination et de tension intérieure. Les policiers qui la surveillaient à distance comprirent rapidement que cette femme n'était pas seulement dangereuse par ses idées, mais aussi par son calme troublant et sa capacité à manipuler les apparences. Les enquêteurs, conscients que chaque minute pouvait compter, décidèrent de creuser davantage dans le passé de la grand-mère.
Ils commencèrent par interroger les enfants, Clémence et Julien, dans un cadre protégé et rassurant, avec des psychologues spécialisés en traumatologie infantile. Les enfants, malgré leur jeune âge, racontèrent des épisodes troublants, des consignes strictes et incompréhensibles, des moments de punition disproportionnés et parfois des menaces voilées. Clémence mentionna un carnet qu'elle n'avait jamais osé montrer à ses parents, rempli de dessins inquiétants où elle représentait sa grand-mère avec des yeux sombres et des mains menaçantes. Julien, plus réservé, esquissa des scènes de jeux interrompues par la colère d'Hélène, comme si elle veillait sur eux de façon excessive et terrifiante à la fois. Les enquêteurs se rendirent compte qu'ils étaient face à une personnalité complexe, capable d'alterner entre douceur et menace, entre amour apparent et ressentiment profond. Pour eux, la priorité devint de comprendre ce qui avait poussé Hélène à nourrir des pensées de violence envers ses propres petits-enfants. Était-ce la peur de perdre le contrôle, un désir de revanche contre ses enfants adultes, ou un mélange trouble de culpabilité et d'obsession? En examinant les carnets et lettres intimes découverts dans la maison, les policiers découvrirent des passages qui décrivaient avec précision des scénarios dans lesquels Hélène se débarrassait de ceux qu'elle percevait comme des obstacles à sa tranquillité ou à son idéalisme familial. Les experts notèrent des schémas psychologiques typiques de personnes qui justifient des actions extrêmes par un sentiment de droit ou de mission. Dans son esprit, protéger la famille pouvait signifier éliminer ceux qui la menaçaient, même si ce sont ses propres petits-enfants. Mais la complexité de l'affaire ne s'arrêtait pas là. Les enquêteurs apprirent que des événements antérieurs avaient exacerbé cette tension intérieure. Hélène avait perdu sa fille aînée dans un accident mystérieux plusieurs années auparavant, un drame qui l'avait profondément marqué et qui avait laissé des cicatrices psychologiques invisibles mais puissantes. La mort de sa fille avait nourri des ressentiments envers son fils et d'autres membres de la famille qu'elle considérait responsables, même indirectement, de ce drame. Cette rancune latente semblait avoir trouvé un exutoire dans une relation ambivalente avec ses petits-enfants, qu'elle aimait, mais dont la présence lui rappelait aussi ses pertes et ses frustrations. L'enquête révéla également un aspect surprenant. Hélène avait commencé à fréquenter un forum en ligne consacré à la parentalité et aux relations familiales, mais de manière détournée et obsessionnelle. Là, elle échangeait des idées, lisait des expériences d'autres grands-parents et parfois se laissait aller à des réflexions morbides. Les experts expliquèrent que ces interactions pouvaient nourrir ses fantasmes, renforçant une rationalisation du mal, où la violence devenait acceptable si elle était perçue comme nécessaire à la protection ou au bien-être de la famille. La police, soucieuse de prévenir tout passage à l'acte, prit des mesures strictes. Des patrouilles régulières surveillaient la maison. Et les enfants furent temporairement placés sous protection, avec l'accord de leurs parents. Mais malgré ces mesures, l'ombre de l'inquiétude planait constamment sur eux. Chaque mouvement, chaque décision semblait orchestrée par une tension invisible, et les enquêteurs savaient que le moindre faux pas pouvait être fatal. Pour mieux comprendre Hélène, ils firent appel à un profilage psychologique approfondi. Les experts notèrent des traits caractéristiques de personnalité borderline ou obsessionnelle, où le mélange d'amour intense et de ressentiment pouvait créer des comportements imprévisibles et dangereux. La grand-mère semblait vivre dans un monde parallèle, où sa perception de la réalité familiale était déformée par les blessures du passé et les frustrations accumulées. Chaque interaction avec ses petits-enfants devenait un théâtre complexe, où elle alternait entre tendresse, menaces subtiles et contrôle strict. Une découverte clé fut faite dans le grenier de la maison. Les enquêteurs y trouvèrent des objets appartenant aux enfants, soigneusement conservés, mais annotés avec des remarques inquiétantes. Certains jouets étaient marqués de dates et de codes que seule Hélène comprenait, comme si elle planifiait un rituel ou un scénario précis impliquant les enfants. Cette méthodicité troublante révéla une préparation mentale avancée. Ce n'était pas de la simple colère passagère, mais un plan réfléchi, prémédité, bien que son objectif exact restât flou. Les habitants du village, tout en restant prudents, commencèrent à percevoir des changements subtils dans l'attitude de Hélène. Son sourire habituel devenait parfois crispé, ses conversations se teintaient de suggestions ambiguës, et certains voisins rapportèrent des phrases étranges, comme si elle parlait à des absents ou à des idées qu'elle seule comprenait. Les enquêteurs analysèrent ses comportements et constatèrent que Hélène entretenait un dialogue intérieur intense, un combat psychologique entre son rôle de protectrice et ses fantasmes violents. Un autre élément troublant émergea des entretiens avec les anciens voisins et amis de la famille. Plusieurs d'entre eux rappelèrent des incidents anciens,
des disputes inexpliquées et des moments où Hélène avait manifesté des jalousies ou des rancunes inhabituelles. Ces souvenirs, longtemps enfouis, prirent soudain une importance capitale, révélant un schéma répétitif de ressentiment et de contrôle sur son entourage, renforçant l'idée que ses intentions actuelles n'étaient pas isolées, mais enracinées dans une longue histoire de conflits non résolus. Alors que l'enquête progressait, la question centrale demeurait « Pourquoi une grand-mère voudrait-elle tuer ses propres petits-enfants ? Était-ce un acte de folie passagère ou le résultat d'un raisonnement tordu mêlant vengeance, frustration et désir de contrôle absolu ? Les policiers savaient que comprendre cette motivation était crucial, non seulement pour la sécurité immédiate des enfants, mais aussi pour anticiper toute escalade et éviter un drame irréversible. Chaque jour, la tension montait, et le village, encore inconscient de la gravité de la situation, continuait sa vie normale en apparence. Mais derrière les façades calmes, le théâtre de la tragédie se préparait, pièce par pièce, avec une précision inquiétante. Les enquêteurs, déterminés à protéger les enfants et à comprendre Hélène, se retrouvaient face à un dilemme complexe. Agir trop tôt pourrait provoquer une réaction imprévisible, mais agir trop tard pourrait être fatal. Et c'est ainsi que le mystère Lacaze-Dieu continua de s'épaissir, chaque indice révélant un peu plus la complexité de l'esprit humain, les contradictions de l'amour familial et le danger latent que peut représenter une personne capable d'alterner entre affection et destruction. L'affaire n'était pas simplement criminelle, elle était une exploration profonde des ténèbres qui peuvent se cacher derrière les sourires les plus innocents et une leçon sur le fragile équilibre entre protection et obsession. La tension à Lacaze-Dieu atteignait un point critique. Les jours passaient et chaque mouvement de Hélène était minutieusement observé par les enquêteurs. Mais malgré leur vigilance, la grand-mère semblait jouer un jeu subtil, où la normalité apparente masquait des pensées sombres et calculées. Les policiers, parfois frustrés, commençaient à comprendre qu'ils n'avaient pas affaire à une personne simplement instable, mais à quelqu'un dont la détermination et la ruse représentaient un réel danger. Une nuit, alors que le village dormait sous un ciel chargé de nuages, un événement inattendu secoua l'enquête. Un voisin, inquiet, signala avoir entendu des cris étouffés provenant de la maison d'Hélène. La police arriva immédiatement, mais à leur arrivée, tout semblait silencieux. Les fenêtres étaient fermées, les lumières éteintes et aucun signe de conflit apparent. Pourtant, dans le jardin, des traces boueuses indiquaient qu'une présence avait été active récemment. Était-ce Hélène qui avait tenté de mettre ses plans à exécution, ou s'agissait-il simplement d'une erreur d'interprétation ? Les enquêteurs savaient qu'ils devaient rester sur leur garde. Pendant ce temps, les enfants, Clémence et Julien, continuaient d'exprimer leur anxiété. Les psychologues qui les suivaient notèrent des signes de peur diffuse, de cauchemars récurrents et d'une méfiance croissante envers les adultes qui les entouraient. Les dessins et carnets de Clémence révélaient des scènes où elle se représentait prisonnière dans la maison de sa grand-mère, observée par des yeux invisibles, des mains menaçantes et des ombres inquiétantes. Julien, plus silencieux, avait commencé à écrire des phrases isolées, parfois répétitives, comme si cela l'aidait à organiser ses pensées et à se protéger mentalement. Les enquêteurs approfondirent alors l'histoire familiale, découvrant un réseau complexe de relations tendues et de secrets mal digérés. Les conflits entre Hélène et ses enfants adultes, bien que discrets publiquement, avaient laissé des traces profondes dans la mémoire familiale. Des disputes pour des biens, des reproches liés à des choix éducatifs et des jalousies anciennes avaient créé un terreau fertile pour la rancune et la frustration. Dans ce contexte, l'amour de Hélène pour ses petits-enfants, bien qu'existant, était teinté de possessivité et de désir de contrôle absolu. Une des pistes les plus troublantes apparut lorsque les enquêteurs examinèrent les habitudes nocturnes de Hélène. Elle avait pris l'habitude de se lever à des heures précises, souvent au milieu de la nuit, pour marcher dans la maison ou le jardin, parfois en chuchotant à voix basse. Ces comportements, observés par les caméras de surveillance installées discrètement, révélaient une planification silencieuse et méthodique. Les policiers comprirent que Hélène vivait dans un monde où les règles de la logique étaient subordonnées à ses obsessions, un univers où la protection familiale se transformait en obsession dangereuse. Pour tenter de comprendre son état d'esprit, les enquêteurs firent appel à un psychiatre spécialisé dans les comportements extrêmes au sein de la famille. Après plusieurs entretiens avec Hélène, le spécialiste souligna des traits inquiétants. Une capacité à rationaliser ses fantasmes violents, une mémoire sélective qui lui permettait d'oublier ses erreurs passées
tout en exagérant les torts des autres, et une tendance à manipuler les perceptions pour maintenir une image de grand-mère aimante. Le psychiatre avertit que ce mélange d'amour, de rancune et de rationalisation pouvait précipiter un passage à l'acte si elle se sentait menacée ou si son contrôle sur la situation semblait s'échapper. Parallèlement, les enquêteurs découvrirent des lettres anciennes, échangées entre Hélène et des membres de la famille, où la grand-mère exprimait des regrets, mais aussi des reproches implicites. Ces documents révélaient une personne capable d'une grande dualité, montraient un visage compatissant et aimant, tout en nourrissant en secret des pensées de vengeance et de punition. Cette découverte confirma l'idée que la violence n'était pas impulsive mais préméditée, camouflée sous l'apparence de la normalité et de l'affection. Le mystère s'épaissit encore lorsque des voisins rapportèrent des incidents qui, à première vue, semblaient anodins. Hélène avait récemment acheté de grandes quantités de certains produits chimiques, des instruments de mesure et des outils de bricolage inhabituels pour son âge. Les enquêteurs réalisèrent que ces éléments pouvaient avoir un usage parfaitement innocent, mais dans le contexte de la surveillance psychologique et de la planification apparente, ils devenaient des indices inquiétants d'une intention possible. Chaque détail, chaque geste devait être interprété avec prudence et minutie. Un autre élément apparut à travers les témoignages des enfants eux-mêmes. Clémence raconta un épisode où Hélène l'avait enfermée dans une pièce pour lui expliquer ce qu'elle considérait comme les dangers du monde extérieur, en insistant sur le fait qu'elle devait lui obéir aveuglément pour sa propre sécurité. Julien, quant à lui, évoqua des moments où il avait été observé de manière insistante, ses moindres mouvements notés et commentés. Ses comportements, bien que déguisés sous l'apparence de protection, révélaient une logique de contrôle extrême et un possible conditionnement psychologique. La police, consciente de la complexité de la situation, intensifia les mesures de protection autour des enfants. Ils furent placés sous surveillance constante et un réseau de soutien psychologique fut mis en place pour assurer leur sécurité et leur stabilité émotionnelle. Mais malgré toutes ces précautions, les enquêteurs savaient qu'il restait une incertitude constante. La capacité de Hélène à agir de manière imprévisible et à dissimuler ses intentions derrière son apparence aimante rendait la situation extrêmement délicate. Pour compléter le profil de Hélène, les enquêteurs entreprirent d'analyser son environnement social et ses interactions passées. Ils découvrirent des relations ambivalentes avec des voisins, des amis et même des membres éloignés de la famille. Certains témoignages évoquaient des disputes passées, des jalousies silencieuses et des moments où Hélène semblait isolée mais paradoxalement attentive à tout ce qui se passait autour d'elle. Ces observations renforcèrent l'idée d'une personnalité obsessionnelle et contrôlante, capable de manipuler son environnement pour maintenir une illusion de normalité. Le village, quant à lui, continuait à vivre sa routine quotidienne, inconscient de la tension et du danger latent qui se jouait derrière les murs de la maison Lacaze-Dieu. Les habitants observaient parfois Hélène, curieux de ses allées et venues, mais la plupart interprétaient son comportement à travers le prisme d'une grand-mère aimante et dévouée. Cette apparence publique contrastait fortement avec la complexité psychologique révélée par l'enquête, et soulignait combien les apparences peuvent être trompeuses. Et c'est dans ce climat d'incertitude et de surveillance constante que l'affaire Lacaze-Dieu prenait une dimension presque théâtrale, chaque scène, chaque interaction, chaque geste étant scruté avec une intensité croissante. Les enquêteurs savaient que chaque indice pouvait être déterminant pour comprendre les motivations d'Hélène et prévenir toute action tragique. Le mystère de ses intentions, mêlé à l'ambiguïté de son comportement et à la vulnérabilité des enfants, faisait de cette affaire un casse-tête psychologique fascinant et inquiétant. Ainsi, Fan 3 établit la tension dramatique, approfondit le profil psychologique d'Hélène et le danger potentiel, tout en maintenant l'intrigue centrée sur les enfants et leur sécurité. L'enquête autour d'Hélène Lacaze-Dieu prenait une tournure de plus en plus inquiétante. Chaque jour, les policiers et les psychologues constataient que la frontière entre la raison et la folie chez elle devenait plus ténue, plus instable. Hélène continuait à se présenter en public avec ce sourire glacé et sa voix douce, mais derrière cette façade se jouait un drame mental et émotionnel d'une intensité troublante. Son quotidien était rythmé par des routines précises, des comportements obsessionnels et des préparatifs minutieux que seuls quelques indices pouvaient révéler aux enquêteurs. Les enfants, Clémence et Julien, restèrent le cœur de cette affaire. Bien qu'ils fussent physiquement protégés, leur état psychologique inquiétait les professionnels. Clémence, en particulier, montrait des signes de grande anxiété, cauchemars, pleurs fréquents, refus de s'éloigner des adultes de confiance. Julien, plus réservé, s'était enfermé dans un monde intérieur fait de dessins et de symboles mystérieux,
tentant de comprendre et de gérer les émotions que la présence de sa grand-mère éveillait en lui. Les psychologues expliquaient que ces comportements étaient typiques d'enfants exposés à des menaces latentes et à un contrôle psychologique intense, même s'ils n'étaient pas directement en danger. Dans le même temps, la police intensifia ses investigations sur la maison Lacazedieu. Chaque pièce, chaque recoin était analysé pour détecter des indices qui pourraient révéler les intentions réelles de la grand-mère. Le grenier, déjà suspect, livra de nouveaux éléments. Des cartons soigneusement rangés contenaient des objets de la vie quotidienne, mais annotés de manière étrange avec des codes et des dates. Certains objets appartenant aux enfants étaient marqués et déplacés comme si Hélène planifiait une mise en scène ou un rituel précis. Les enquêteurs, intrigués et alarmés, comprirent que chaque geste de la grand-mère était potentiellement une pièce d'un puzzle plus vaste, d'un plan qu'elle seule semblait comprendre. Pour mieux cerner ses motivations, les psychologues explorèrent le passé d'Hélène. Ils découvrirent une enfance marquée par la rigueur excessive de ses parents, des interdits stricts et des conflits familiaux non résolus. Adulte, elle avait vécu des événements traumatisants, la perte de sa fille aînée dans des circonstances mystérieuses, des disputes constantes avec ses enfants adultes et un sentiment d'isolement grandissant. Ces éléments, combinés à son caractère obsessionnel, expliquaient en partie pourquoi elle voyait ses petits-enfants non seulement comme des êtres à protéger, mais aussi comme des instruments pour satisfaire des besoins émotionnels conflictuels. La complexité psychologique d'Hélène se manifestait aussi dans ses interactions avec le monde extérieur. Les voisins et amis rapportèrent des contradictions troublantes, moments de générosité et de douceur extrême, suivis de froideur soudaine et de commentaires cinglants. Elle alternait entre sollicitude et rigidité, créant un climat ambigu et instable autour d'elle. Cette dualité rendait toute prévision de ses actes particulièrement difficile pour les enquêteurs, qui devaient jongler entre protection des enfants et compréhension de la psychologie de la grand-mère. Un élément clé émergea lors de l'analyse des communications d'Hélène. Ses lettres et carnets révélaient des pensées morbides, mais toujours justifiées par le besoin de protéger la famille ou de corriger les erreurs des autres. Elle semblait avoir développé une logique tordue dans laquelle la violence, ou la menace de violence, devenait acceptable si elle servait à maintenir son contrôle et son autorité sur la famille. Cette rationalisation inquiétante confirmait que Hélène était capable de passage à l'acte planifié, et non de simples impulsions dangereuses. Alors que les jours s'écoulaient, la tension dans le village atteignait un niveau presque palpable. Les habitants, bien qu'ignorant les détails de l'enquête, percevaient une atmosphère étrange autour de la maison Lacazedieu. Des allées et venues nocturnes, des lumières inhabituelles, et parfois des murmures entendus à travers les fenêtres. Certains voisins rapportaient avoir vu Hélène observer le jardin avec une attention obsessionnelle, notant chaque mouvement, chaque bruit. La frontière entre surveillance innocente et contrôle psychologique se brouillait, et les policiers craignaient que l'isolement de la grand-mère ne renforce ses pensées obsessionnelles. Pour les enquêteurs, comprendre l'esprit d'Hélène devint essentiel. Ils analysaient en ses comportements passés et ses stratégies de manipulation. Elle savait se montrer aimante, douce et vulnérable, tout en dissimulant une détermination implacable. Les experts soulignèrent que ce type de personnalité pouvait être extrêmement dangereux, car elle ne laissait que peu de traces visibles et pouvait masquer ses intentions sous des gestes apparemment innocents. Chaque interaction, chaque sourire, pouvait contenir une signification cachée, et les enquêteurs devaient interpréter ces signaux avec prudence. L'une des découvertes les plus troublantes fut faite grâce aux entretiens approfondis avec les enfants. Clémence et Julien, malgré leur jeune âge, commencèrent à révéler des détails précis sur les comportements de leur grand-mère. Des ordres stricts, des règles incompréhensibles, et parfois des menaces voilées sur ce qui arriverait s'ils ne respectaient pas ces consignes. Ces témoignages, corroborés par des indices matériels, donnèrent une vision inquiétante de la manière dont Hélène exerçait son contrôle et soulignèrent la gravité de la menace potentielle. La police prit alors une décision stratégique: renforcer la surveillance, anticiper chaque mouvement et préparer un plan d'intervention en cas d'urgence. Les enfants furent placés sous protection maximale et chaque déplacement de Hélène fut minutieusement enregistré et analysé. Mais malgré toutes ces mesures, la tension psychologique restait intense. Les enquêteurs savaient que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences dramatiques et que la complexité psychologique de la grand-mère rendait toute prévision extrêmement difficile. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, un autre aspect apparut.
la dualité d'Hélène entre amour et obsession. Elle montrait des gestes de tendresse sincères, préparait des activités pour les enfants et exprimait des préoccupations légitimes pour leur bien-être. Mais ces gestes étaient souvent accompagnés de contrôles stricts et de commentaires suggestifs, instillant une anxiété sourde et un sentiment d'insécurité chez les enfants. Cette ambivalence rendait le diagnostic et l'anticipation des comportements encore plus complexes, soulignant la profondeur du labyrinthe psychologique dans lequel les enquêteurs étaient plongés. Et c'est dans ce contexte de tension extrême, où chaque action et chaque pensée d'Hélène étaient scrutées, que l'affaire Lacazedieu prenait une dimension presque obsessionnelle. Les enquêteurs comprirent que ce n'était pas seulement une affaire de sécurité immédiate des enfants, mais aussi une exploration des mécanismes complexes de l'esprit humain, de la manière dont l'amour peut se transformer en obsession, et comment la rancune, les traumatismes et le contrôle peuvent générer un danger réel et tangible. Fampone plante le décor d'une escalade psychologique, approfondit le profil obsessionnel et calculateur d'Hélène et prépare le terrain pour les révélations et les confrontations à venir dans les parties suivantes. Le village de Lacazedieu était désormais plongé dans un silence lourd, presque oppressant. Les habitants sentaient confusément que quelque chose clochait, mais l'incompréhension et la peur les tenaient éloignés. Dans cette atmosphère chargée, Hélène Lacazedieu continuait de jouer son rôle de grand-mère dévouée, préparant des goûters, racontant des histoires aux enfants et leur offrant des moments de tendresse qui semblaient naturels. Mais derrière chaque sourire se cachait une vigilance extrême, une attention aux moindres détails, et un contrôle quasi obsessionnel sur l'environnement et le comportement de Clémence et Julien. Les enquêteurs poursuivaient leurs investigations avec un mélange de fascination et d'angoisse. Chaque geste de la grand-mère était analysé, chaque objet déplacé observé, et chaque interaction avec les enfants documentée. Le grenier et le sous-sol de la maison avaient révélé des éléments perturbants. Carnets annotés avec des dates et des codes, médicaments soigneusement rangés, objets personnels des enfants marqués et organisés selon des schémas mystérieux. Tout cela donnait l'impression que Hélène avait mis en place une logique secrète, un plan silencieux qu'elle seule comprenait et qui pouvait basculer à tout moment dans la violence. Un après-midi, alors que les enquêteurs tentaient de décrypter ces carnets, une découverte les alarma davantage. Certains passages, écrits de manière cryptée, semblaient indiquer une progression dans la planification. Des notes sur la manière de préparer les enfants, sur l'organisation du temps et des espaces, et même sur des routines alimentaires ou de sommeil. Les experts psychologues soulignèrent que ce type de planification méthodique pouvait refléter une intention préméditée, même si elle n'était pas encore concrétisée. La frontière entre pensée et acte devenait dangereusement mince. Dans le même temps, la tension psychologique chez les enfants se manifestait de manière plus visible. Clémence avait développé des symptômes de stress intense, réveils nocturnes en sueur, refus de s'alimenter normalement et une vigilance constante face à sa grand-mère. Julien, plus introverti, se réfugiait dans des dessins représentant des labyrinthes, des pièces verrouillées et des silhouettes inquiétantes, témoignant d'une perception du monde comme un lieu imprévisible et potentiellement dangereux. Les psychologues expliquèrent que ces comportements étaient la manifestation d'un stress chronique lié à la peur et à la méfiance, et qu'ils devaient être traités avec prudence et empathie pour éviter un traumatisme durable. Pour mieux comprendre Hélène, les enquêteurs décidèrent de creuser davantage dans ses relations passées. Ils découvrirent une histoire familiale complexe, marquée par des conflits non résolus, des rancunes anciennes et des frustrations accumulées. Les disputes avec ses enfants adultes pour des questions d'héritage et d'autorité familiale avaient laissé des traces profondes, et la perte de sa fille aînée avait exacerbé un sentiment de vulnérabilité et d'injustice. Dans ce contexte, les petits-enfants apparaissaient à Hélène comme à la fois des trésors à protéger et des sources potentielles de tension, des instruments par lesquels elle pouvait maintenir un contrôle sur la dynamique familiale. L'analyse psychologique révéla également une ambivalence fascinante et inquiétante. Hélène manifestait des signes de grande empathie et de tendresse sincère, mais ses émotions étaient systématiquement accompagnées de comportements de contrôle et de manipulation. Elle alternait entre approches affectueuses et mesures de discipline extrême, créant un climat où les enfants ne pouvaient jamais prédire la réaction de leur grand-mère. Cette ambivalence, typique des personnalités obsessionnelles et manipulatrices, compliquait la tâche des enquêteurs et renforçait l'urgence de comprendre ses motivations avant qu'un acte irréversible ne survienne. Parallèlement, les enquêteurs explorèrent les aspects matériels de la maison,
à la recherche d'indices supplémentaires. Dans le sous-sol, ils découvrirent un espace aménagé avec une précision méticuleuse. Étagères contenant divers produits chimiques, instruments de mesure et autres objets dont l'usage restait mystérieux. Bien que rien n'indiquât un passage à l'acte concret, la présence de ces éléments suggérait une préparation méthodique, un scénario soigneusement pensé et non des impulsions isolées. Les experts avertirent que cette planification silencieuse était souvent le signe d'une intention réelle, même si elle n'était pas encore exprimée ouvertement. Les jours suivants, la surveillance continua. Chaque geste de Hélène était documenté. Déplacements dans la maison, interactions avec les enfants, comportements nocturnes et sorties en public. Les policiers notèrent des schémas répétitifs, des habitudes obsessionnelles et des signes de stress latents. Même si elle ne montrait pas de violence physique directe, la subtilité de son contrôle et la complexité de ses manipulations psychologiques la rendaient particulièrement dangereuse. Il ne s'agissait pas seulement de protéger les enfants d'un acte concret, mais de prévenir une détérioration psychologique profonde qui pourrait avoir des conséquences durables. Une autre dimension inquiétante apparut lorsque les enquêteurs étudièrent les correspondances et journaux intimes d'Hélène. Ils découvrirent des passages où elle décrivait ses petits-enfants avec des termes ambivalents. Amour, fascination, mais aussi frustration et colère latente. Certains passages étaient codés, d'autres implicites, mais tous révélaient une fixation sur le contrôle et la manière dont elle percevait son rôle dans la famille. Les psychologues expliquèrent que ces écrits traduisaient une personnalité capable de rationaliser des pensées dangereuses, en les enveloppant d'un discours de protection ou de nécessité. Le village lui-même, bien que majoritairement inconscient de la gravité de la situation, commençait à ressentir une tension diffuse. Les voisins notaient des comportements inhabituels, des routines nocturnes, des éclats de lumière derrière les fenêtres et des mouvements discrets dans le jardin. Ces observations, bien que fragmentaires, alimentaient l'inquiétude des enquêteurs et renforçaient l'idée que Hélène vivait dans un monde parallèle, où la logique et la réalité étaient façonnées par ses obsessions et ses frustrations personnelles. Face à cette situation, les enquêteurs mirent en place un protocole strict. Surveillance constante, intervention planifiée en cas d'urgence, soutien psychologique pour les enfants et analyse approfondie des comportements et interactions d'Hélène. Chaque indice était pesé, chaque comportement interprété avec prudence, et chaque décision devait tenir compte de la complexité psychologique de la grand-mère. La sécurité immédiate des enfants restait prioritaire, mais la compréhension du mécanisme mental derrière les intentions d'Hélène était également cruciale pour prévenir tout passage à l'acte. Fonham souligne l'escalade psychologique, les méthodes de surveillance et la complexité du contrôle obsessionnel d'Hélène. L'histoire met l'accent sur la tension entre protection et danger latent, approfondissant le suspense et la psychologie des personnages. À mesure que les jours s'écoulaient, la situation à Lacaze-Dieu se complexifiait davantage. Les enquêteurs, bien qu'ayant établi une surveillance étroite de la maison Lacaze-Dieu, commençaient à réaliser que la véritable menace ne résidait pas seulement dans un acte physique, mais dans la manipulation psychologique constante à laquelle étaient soumis Clémence et Julien. Hélène, avec sa maîtrise de la façade maternelle et son contrôle obsessionnel, créait un climat où la peur et la dépendance se mêlaient subtilement à l'affection. Les enfants vivaient dans un monde où les règles étaient imposées par une personne dont l'amour se transformait parfois en menace silencieuse. Les psychologues, travaillant directement avec Clémence et Julien, notaient des changements inquiétants. Clémence, qui jusqu'alors exprimait ses émotions de manière ouverte, commençait à se refermer, à hésiter avant de parler et à surveiller chaque réaction de l'adulte à proximité. Julien, lui, se perdait dans des dessins labyrinthiques où des figures inquiétantes représentaient sa grand-mère, souvent associées à des portes verrouillées et des zones obscures. Ces symboles révélaient non seulement la peur qu'il éprouvait, mais aussi sa tentative inconsciente de créer des repères pour comprendre un monde où l'adulte censé protéger pouvait aussi représenter le danger. L'analyse du passé d'Hélène révéla de nouvelles couches de complexité. En fouillant dans de vieux journaux et lettres, les enquêteurs découvrirent des épisodes anciens où la grand-mère avait manifesté des comportements similaires envers d'autres membres de la famille ou même envers des voisins. Ces incidents, longtemps occultés par des excuses ou des interprétations bienveillantes, indiquaient un schéma répétitif. Hélène utilisait l'amour et la manipulation de manière interchangeable,
capable de gestes tendres tout en préparant mentalement des actions de contrôle ou de punition. Les experts psychologiques expliquèrent que ces schémas révélaient une personnalité obsessionnelle et calculatrice, où le raisonnement moral pouvait être tordu pour justifier des comportements extrêmes. Dans ce contexte, la surveillance des policiers devint encore plus stricte. Chaque sortie, chaque déplacement dans la maison, chaque interaction avec les enfants était documentée. Des caméras discrètes enregistraient ses mouvements, tandis que des agents anonymes observaient ses habitudes nocturnes. Cependant, la subtilité de Hélène posait un défi constant. Elle savait se montrer parfaitement normale lorsqu'elle se savait observée, alternant moments de routine banale avec des signes presque imperceptibles de tension intérieure. Cette capacité à masquer ses intentions rendait toute prédiction extrêmement difficile. Un élément crucial apparut lorsque les enquêteurs analysèrent ses carnets intimes. Hélène y consignait des pensées qui révélaient une lutte interne intense. Elle écrivait sur son amour pour ses petits-enfants, mais aussi sur sa colère envers ses enfants adultes et sur la frustration de ne pas contrôler pleinement leur vie. Dans certains passages, elle envisageait des scénarios où elle devait protéger les enfants d'influences extérieures, parfois au prix de mesures extrêmes. Ses écrits, bien que cryptiques, révélèrent une planification mentale détaillée et une rationalisation de pensées potentiellement violentes. La tension psychologique s'accentua lorsque des voisins rapportèrent des comportements étranges. Hélène passait de longues heures dans le jardin, notant chaque détail, observant des zones précises et semblant vérifier des objets ou des repères invisibles aux yeux des passants. Ces observations, même anodines en apparence, furent analysées par les enquêteurs comme des manifestations de son besoin de contrôle total. Chaque geste semblait calculé, chaque mouvement pesé, créant un réseau invisible de surveillance et de domination psychologique autour des enfants. Dans le même temps, Clémence et Julien montraient des signes de détresse croissante. Clémence, en particulier, commençait à éprouver une peur anticipative. Elle craignait ce qui pourrait se passer si elle ne se conformait pas aux attentes de sa grand-mère. Julien, plus introspectif, se réfugiait dans l'écriture et le dessin, créant des codes et des labyrinthes pour se représenter mentalement la sécurité. Les psychologues expliquèrent que ces comportements étaient des mécanismes de défense typiques, mais que le stress chronique pouvait avoir des conséquences profondes sur leur développement émotionnel et psychologique. La complexité de Hélène se manifestait aussi dans ses interactions sociales. Elle continuait à fréquenter le village, à participer à des activités locales et à interagir avec des voisins et des amis. Cependant, ces interactions étaient souvent ponctuées de contradictions, gentillesse excessive, remarques sibyllines ou commentaires qui laissaient deviner une réflexion calculée. Les enquêteurs notèrent que cette dualité renforçait son contrôle, non seulement sur sa famille proche, mais aussi sur la perception que les autres avaient d'elle. Cette capacité à manipuler l'image publique ajoutait une couche supplémentaire de complexité à l'affaire. Un tournant important se produisit lorsque les experts psychologues décidèrent d'évaluer directement la logique de pensée d'Hélène à travers des tests et des entretiens structurés. Ils découvrirent qu'elle possédait une grande capacité de rationalisation. Elle pouvait justifier mentalement des pensées extrêmes comme nécessaires pour protéger ses proches et présenter ses raisonnements comme moralement acceptables. Cette faculté de justifier l'injustifiable, combinée à sa maîtrise des apparences, révélait un danger latent. Hélène pouvait envisager des actes de violence tout en maintenant une façade de grand-mère attentionnée. Les enquêteurs prirent alors conscience de la gravité de la situation. La menace n'était pas uniquement physique, mais également psychologique. Chaque jour passé sous le contrôle indirect d'Hélène pouvait laisser des traces durables sur Clémence et Julien. Ils durent mettre en place des protocoles stricts, limitant les interactions directes, renforçant la surveillance et préparant des interventions rapides en cas de comportement à risque. Le dilemme restait constant, protéger les enfants sans provoquer de réaction imprévisible de la grand-mère et comprendre ses motivations tout en anticipant ses gestes potentiels. C'est dans cette tension extrême que l'affaire Lacazedieu atteignait une dimension presque dramatique. Les enquêteurs, psychologues et parents vivaient dans un état d'alerte permanent, scrutant chaque détail, chaque sourire, chaque geste. Les enfants, eux, naviguaient dans un monde d'incertitude, entre affection, peur et incompréhension. Hélène, quant à elle, continuait à évoluer dans son univers mental complexe, où l'amour, l'obsession et le contrôle se mêlaient de manière indissociable. Fanshawe approfondit la psychologie obsessionnelle d'Hélène,
la tension psychologique sur les enfants et la complexité de la surveillance policière, préparant le terrain pour une escalade dramatique et les révélations à venir dans les parties suivantes. Le suspense autour de la maison Lacaze-Dieu atteignait un niveau presque insoutenable. Les jours devenaient des semaines, et chaque mouvement d'Hélène semblait calculé avec une précision inquiétante. Les enquêteurs comprirent que le danger résidait autant dans sa capacité à manipuler psychologiquement ses petits-enfants que dans tout geste physique potentiel. La tension dans le village s'intensifiait, bien que la plupart des habitants ignorassent l'ampleur de ce qui se jouait derrière les murs apparemment paisibles de la demeure. Clémence et Julien vivaient désormais sous un état de vigilance constante. Clémence montrait des signes d'hyperactivité nerveuse, elle observait attentivement sa grand-mère, anticipant chacun de ses mouvements, et son sommeil devenait haché par des cauchemars où elle se voyait enfermée ou poursuivie. Julien, quant à lui, semblait transformer la peur en observation méthodique, notant mentalement chaque détail, chaque changement dans l'attitude d'Hélène. Les psychologues notèrent que ces comportements étaient à la fois des mécanismes de survie et des symptômes d'un stress chronique intense. Dans le même temps, Hélène développait des stratégies subtiles pour maintenir son contrôle. Elle alternait des gestes de tendresse extrême avec des avertissements implicites, créant un climat où les enfants ne pouvaient jamais savoir si elle agirait avec douceur ou sévérité. Les enquêteurs observaient ces interactions, notant les micro-gestes, les intonations et les changements de comportement. Ils comprirent que chaque mot, chaque sourire, pouvait contenir une signification cachée, un indice sur l'intention de la grand-mère. Une percée importante survint lorsque les enquêteurs examinèrent des objets laissés à l'abandon dans le grenier et le sous-sol. Des instruments de mesure, des produits chimiques et des dispositifs apparemment banals mais soigneusement sélectionnés semblaient indiquer une préparation méthodique. Bien qu'aucun signe de passage à l'acte ne fût encore concret, les policiers prirent conscience que Hélène entretenait une planification mentale détaillée, une architecture invisible de contrôle et de manipulation prête à être activée à tout moment si elle le jugeait nécessaire. Les psychologues, pour leur part, tentèrent de décrypter l'univers mental de Hélène. Ils observèrent une personnalité où la rationalisation des pensées extrêmes se mêlait à un sentiment d'amour inconditionnel pour ses petits-enfants. Cette dualité inquiétante pouvait transformer l'affection en obsession et l'inquiétude en punition, chaque geste apparemment protecteur recelant une potentialité de contrôle ou de menace. Les experts soulignèrent que cette capacité de basculer entre tendresse et obsession rendait la situation extrêmement complexe et délicate. Le village, bien que relativement éloigné des détails de l'affaire, vivait dans un climat de tension diffuse. Les voisins rapportaient des comportements inhabituels, des allées et venues nocturnes, des lumières inhabituelles et parfois des murmures derrière les fenêtres. Les policiers comprirent que ces observations, bien que fragmentaires, reflétaient l'intensité du contrôle que Hélène exerçait sur son environnement et la manière dont elle s'assurait que rien ne lui échappait. Cette maîtrise silencieuse amplifiait l'inquiétude et la difficulté à prévoir ses actions. Un élément crucial apparut lorsque les enquêteurs analysèrent les carnets intimes d'Hélène. Des passages cryptiques décrivaient des scénarios où les enfants devaient en suivre des routines strictes pour leur protection. D'autres notes évoquaient des idées de confinement, de surveillance et de contrôle du moindre geste. Bien que ces passages ne soient pas explicites quant à des actes violents, la précision et la répétition des instructions révélaient une obsession du contrôle et une planification minutieuse qui pouvait dégénérer à tout moment. Les interactions sociales d'Hélène avec le monde extérieur ajoutaient une couche supplémentaire de complexité. Elle participait à des activités locales, discutait avec les voisins et entretenait des relations apparemment normales. Mais ces interactions, ponctuées de remarques ambiguës et de comportements contradictoires, révélaient une maîtrise parfaite de l'image publique. Elle savait se montrer aimante, engageante et sympathique, tout en entretenant une logique de contrôle invisible sur son environnement immédiat et surtout sur ses petits-enfants. La tension monta encore lorsque les enfants commencèrent à verbaliser leurs peurs. Clémence exprimait des angoisses concernant les règles de sa grand-mère et l'impression que chaque action devait être surveillée et approuvée. Julien, plus discret, esquissait dans ses dessins des labyrinthes et des pièces verrouillées, comme pour représenter le contrôle absolu exercé par Hélène. Les psychologues expliquèrent que ces représentations symboliques étaient une manière pour les enfants de donner un sens à un environnement anxiogène et de créer des repères psychologiques pour se protéger.
Face à ces indices, les enquêteurs renforcèrent la surveillance et élaborèrent des stratégies pour anticiper tout geste dangereux. Chaque mouvement d'Hélène était enregistré, analysé et interprété. Les policiers se concentraient non seulement sur la protection physique des enfants, mais également sur l'anticipation des effets psychologiques des interactions avec leur grand-mère. Ils comprirent que l'urgence n'était pas seulement de prévenir un acte violent, mais de gérer une dynamique familiale où le contrôle et l'obsession pouvaient avoir des conséquences durables sur la santé mentale des enfants. Dans ce climat de tension extrême, l'affaire Lacaze-Dieu se transformait peu à peu en une étude sur les mécanismes de contrôle, d'obsession et de manipulation psychologique. Chaque détail, chaque mot, chaque sourire devenait un élément crucial pour comprendre Hélène et prévenir un passage à l'acte. Les policiers et psychologues savaient que la moindre erreur pouvait provoquer un déclenchement incontrôlable et que la subtilité des comportements de la grand-mère exigeait une vigilance constante et une analyse approfondie. Enfin, la complexité de l'affaire résidait dans la dualité de Hélène. Grand-mère aimante et manipulatrice calculatrice, protectrice et potentiellement dangereuse, attachée aux enfants tout en envisageant des mesures extrêmes pour maintenir son contrôle. Cette dualité rendait impossible toute approche simpliste et nécessitait une coordination étroite entre tous les acteurs de l'enquête. Chaque décision devait tenir compte de la psychologie des enfants, de la personnalité de la grand-mère et de l'environnement social et émotionnel dans lequel évoluait la famille. Fambaye approfondit la tension psychologique, les signes de contrôle obsessionnel et la complexité de la surveillance, tout en soulignant le danger latent et l'escalade dramatique de l'affaire. L'atmosphère autour de la maison Lacaze-Dieu devenait de plus en plus lourde. Chaque matin, le village semblait retenir son souffle, comme s'il pressentait que quelque chose d'inévitable se préparait derrière les murs clos de la demeure. Les enquêteurs, pourtant habitués aux affaires complexes, se trouvaient confrontés à une situation d'une subtilité extrême. Hélène Lacaze-Dieu, avec son intelligence aiguë et sa capacité à manipuler son environnement, créait un équilibre instable entre normalité apparente et menace psychologique latente. Les enfants, Clémence et Julien, continuaient de subir cette tension sans relâche. Clémence montrait des signes de fatigue émotionnelle, avec des réveils fréquents et des pleurs nocturnes. Ses cauchemars devenaient de plus en plus précis. Elle se voyait enfermée dans des pièces, surveillée par une silhouette qu'elle reconnaissait comme celle de sa grand-mère. Julien, lui, tentait de transformer sa peur en compréhension, dessinant des cartes et des labyrinthes pour repérer les zones sûres et celles où le danger semblait le plus probable. Ces comportements, bien qu'adaptatifs, reflétaient un stress chronique qui pouvait avoir des conséquences profondes sur leur développement émotionnel et psychologique. Les enquêteurs analysaient chaque interaction d'Hélène avec ses petits-enfants. Ils notaient la minutie avec laquelle elle observait leurs gestes, la manière dont elle ajustait son ton de voix et ses expressions faciales en fonction de leurs réactions. Cette maîtrise des signaux non-verbaux lui permettait de maintenir un contrôle psychologique subtil mais puissant. Les experts soulignaient que ce type de manipulation pouvait être plus déstabilisant que la violence physique, car elle s'insinuait dans l'esprit des enfants et modifiait leur perception de la sécurité et de l'affection. Dans le même temps, des éléments nouveaux firent surface dans l'enquête. Des voisins rapportèrent des comportements étranges. Hélène se promenait souvent tard le soir, prenant des notes sur des feuilles qu'elle ne montrait à personne ou observait des objets du jardin avec une attention obsessionnelle. Ces détails, bien que fragmentaires, furent interprétés par les enquêteurs comme des signes d'une préparation mentale soigneusement orchestrée. Tout, dans son comportement, révélait une précision et une planification minutieuses, renforçant l'idée que la menace n'était pas impulsive mais potentiellement préméditée. Un jour, l'équipe d'investigation découvrit un élément clé dans le sous-sol de la maison. Parmi des objets banals se trouvaient des carnets annotés avec des schémas et des codes. Ces documents indiquaient des routines pour les enfants, des horaires détaillés et des instructions sur la manière de gérer chaque situation, qu'elle soit quotidienne ou exceptionnelle. Les psychologues expliquèrent que cette obsession pour l'ordre et le contrôle était caractéristique d'une personnalité ayant besoin de tout régenter pour se rassurer, mais qu'elle pouvait aussi révéler une intention préméditée de limiter les choix des enfants, voire de les confiner à un environnement strictement contrôlé. Hélène, consciente de l'attention des enquêteurs, continuait à se comporter comme la grand-mère modèle en public. Elle participait à des activités scolaires, rendait visite à ses amis et adressait des sourires chaleureux aux voisins. Cependant, ces gestes masquaient un travail mental intense. Chaque interaction était analysée, chaque mot pesé,
et chaque geste calculé pour maintenir une apparence de normalité, tout en continuant à exercer son contrôle sur son environnement et sur ses petits-enfants. Cette dualité, apparente et cachée, rendait la prédiction de ces actions extrêmement difficile. Les enfants eux-mêmes devenaient plus conscients de l'ambiguïté de leur grand-mère. Clémence, par moments, exprimait des craintes qu'elle n'osait verbaliser que partiellement, parlant de règles et de choses à ne pas faire pour ne pas déplaire à Hélène. Julien, plus discret mais tout aussi observateur, créait des codages dans ses dessins, inventant des chemins de sécurité et des stratégies pour échapper à une surveillance invisible. Ces comportements, s'ils semblaient créatifs, traduisaient une pression psychologique constante et un besoin de trouver un contrôle sur une situation qui leur échappait. La police, en parallèle, analysait les communications et documents d'Hélène. Les carnets et lettres révélaient une logique particulière. Chaque action était justifiée par un sentiment de protection, mais toujours accompagnée d'une condition implicite, d'une règle ou d'une instruction qui pouvait être interprétée comme coercitive. Les experts expliquèrent que ce type de raisonnement, où la protection se confond avec le contrôle, pouvait conduire à des comportements dangereux si la personne percevait que ces règles n'étaient pas respectées. Alors que les enquêteurs tentaient de prévoir les actions possibles d'Hélène, une tension nouvelle se fit sentir dans le village. Des rumeurs circulaient, amplifiées par l'anxiété collective, et certains voisins rapportaient des incidents mineurs mais troublants, des objets déplacés, des murmures entendus la nuit ou des apparitions fugaces derrière les fenêtres. Ces signes, bien que périphériques, étaient analysés comme des indices supplémentaires de l'obsession d'Hélène pour le contrôle et la vigilance constante. L'approche des experts était double, protéger les enfants physiquement et comprendre la dynamique psychologique. Chaque interaction, chaque geste et chaque mot de la grand-mère devait être interprété avec prudence. Les policiers comprirent que la situation était instable et que la moindre erreur pourrait provoquer un passage à l'acte imprévisible. Les enfants, quant à eux, vivaient dans un monde où l'affection et la menace se confondaient, rendant leur perception de la sécurité fragile et leur quotidien anxiogène. Un tournant de l'affaire survint lorsqu'une conversation enregistrée discrètement révéla la profondeur de la rationalisation mentale d'Hélène. Elle parlait d'amour et de protection, mais également de mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses petits-enfants. Ces paroles, analysées par les psychologues, démontraient que Hélène percevait la contrainte et le contrôle comme des moyens de bienveillance. Cette rationalisation inquiétante montrait combien il était difficile de dissocier l'intention de l'action potentielle. Pour Hélène, protéger pouvait signifier imposer des limites extrêmes, parfois au prix d'un danger latent pour les enfants. Dans ce contexte, les policiers renforcèrent la surveillance, multiplièrent les équipes de soutien psychologique et planifièrent des interventions précises en cas de comportement à risque. Chaque détail était documenté, chaque interaction interprétée et chaque hypothèse envisagée. L'objectif n'était plus seulement de prévenir un acte violent, mais également de comprendre les mécanismes psychologiques qui pouvaient conduire à un passage à l'acte. Fontaine accentue la tension dramatique, explore la rationalisation psychologique d'Hélène et l'impact sur les enfants, tout en montrant la complexité des mesures de protection et de surveillance. L'affaire approche à un climax psychologique intense, préparant le dénouement final dans la dernière partie. Le dernier acte de l'affaire Lacaze-Dieu se jouait dans un silence lourd et presque palpable. Les enquêteurs, psychologues et parents des enfants avaient préparé une opération minutieuse, consciente que la moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. La tension dans le village était à son comble, bien que la majorité des habitants ne soupçonnaient pas la gravité de la situation. Chaque regard, chaque mouvement d'Hélène était scruté, chaque mot analysé, chaque sourire interprété. Clémence et Julien, malgré la peur et la fatigue émotionnelle accumulées, semblaient avoir compris l'ampleur du contrôle exercé par leur grand-mère. Ils se confiaient parfois aux psychologues, décrivant leur peur et leur stratégie pour échapper à la pression constante. Les spécialistes notèrent que les enfants, bien que vulnérables, faisaient preuve d'une résilience inattendue. Ils avaient développé des mécanismes de défense créatifs et des routines mentales pour se protéger, mais le stress chronique restait palpable et inquiétant. Hélène, consciente de la surveillance accrue, continuait à jouer son rôle de grand-mère aimante, offrant tendresse et conseils tout en maintenant un contrôle subtil mais omniprésent. Elle semblait parfaitement normale, mais les enquêteurs savaient que cette façade pouvait cacher une rationalisation mentale où chaque geste, même affectueux, était calculé pour renforcer son autorité et sa domination psychologique.
Sa capacité à alterner douceur et menace implicite avait transformé la maison en un microcosme où l'affection et la peur coexistaient dangereusement. Le jour décisif arriva. Les enquêteurs avaient planifié une intervention visant à sécuriser les enfants tout en minimisant le choc et le traumatisme potentiel. Des équipes spécialisées étaient postées à différents points stratégiques autour de la maison. Des psychologues étaient présents pour accompagner Clémence et Julien, prêts à intervenir dès les premiers signes de panique. L'opération nécessitait une coordination parfaite. Protéger les enfants, neutraliser toute réaction potentiellement dangereuse d'Hélène et documenter chaque étape pour comprendre les dynamiques psychologiques en jeu. Lorsque la porte de la maison fut ouverte par les enquêteurs, Hélène apparut, souriante et sereine, comme si rien n'avait changé. Elle échangea des mots chaleureux avec les enfants, mais chaque geste et chaque intonation étaient minutieusement observés. Les policiers, malgré la tension extrême, restaient concentrés, conscients que la moindre réaction inattendue pouvait déclencher un enchaînement dangereux. Les enfants, guidés par les psychologues, suivirent calmement les consignes, mais la peur et l'incompréhension brillaient dans leurs yeux. Les minutes suivantes furent une danse délicate, entre contrôle et observation. Les enquêteurs analysaient chaque micro-gestuelle d'Hélène, interprétaient ses silences et anticipaient ses réactions. Les enfants, bien qu'encore sous l'effet du stress, comprenaient progressivement que des adultes les protégeaient et que leur sécurité immédiate était assurée. Cette prise de conscience, fragile mais cruciale, permit de réduire l'intensité de l'angoisse et d'initier une transition vers un environnement sécurisé. Une fois les enfants mis à l'abri, Hélène fut interrogée sous la supervision des psychologues et des enquêteurs. Elle conserva sa rationalité apparente, défendant ses actions par un discours de protection et d'amour. Cependant, les preuves accumulées, carnets, schémas, notes cryptées et dispositifs de surveillance révélèrent l'ampleur de son obsession et de son contrôle psychologique. Les experts expliquèrent que, bien que Hélène n'ait pas commis d'actes physiques violents, sa capacité à planifier, manipuler et exercer un contrôle absolu sur ses petits-enfants constituait une forme de danger psychologique extrêmement grave. Le procès et les mesures de protection qui suivirent furent également marqués par la complexité psychologique de l'affaire. Hélène fut placée sous contrôle strict, avec une prise en charge psychiatrique adaptée à son profil. Clémence et Julien reçurent un soutien psychologique intensif pour surmonter le traumatisme et reconstruire un sentiment de sécurité. Les enquêteurs et psychologues travaillèrent à analyser les motivations et les mécanismes obsessionnels d'Hélène, afin de prévenir tout risque futur et de comprendre comment un amour familial pouvait se transformer en menace psychologique. L'affaire Lacazedieu devint un exemple poignant de la subtilité du danger psychologique, où la manipulation et le contrôle peuvent être aussi destructeurs que la violence physique. Elle montra comment une personnalité obsessionnelle, capable de rationaliser ses pensées extrêmes, peut créer un environnement où la peur et l'affection coexistent de manière insidieuse. Les enfants, bien que marqués par cette expérience, démontrèrent une résilience remarquable, soutenue par l'intervention coordonnée des professionnels et la vigilance des adultes responsables. Dans le village, la vie reprit progressivement son cours, mais l'histoire laissa des traces indélébiles. Les habitants, témoins indirects de la tension, comprirent que le danger ne se manifestait pas toujours par des gestes visibles, mais pouvait résider dans l'ombre de la manipulation psychologique et du contrôle obsessionnel. L'affaire Lacazedieu devint un symbole de la nécessité de vigilance, de protection et de compréhension des dynamiques familiales complexes, où la frontière entre amour et danger peut être tragiquement mince. Au fil des semaines, Clémence et Julien retrouvèrent une partie de leur innocence perdue, guidés par des adultes attentifs et bienveillants. Hélène, quant à elle, resta un sujet d'étude psychologique, une illustration de la complexité des comportements obsessionnels et du risque latent que représente le contrôle extrême exercé sur des êtres vulnérables. L'affaire, bien que conclue sur un plan judiciaire et sécuritaire, continua à nourrir des réflexions sur la fragilité de l'enfance et la vigilance nécessaire pour protéger ceux qui ne peuvent se défendre seuls. Ainsi se termine la première partie de l'affaire Lacazedieu, une histoire où la psychologie, la vigilance et l'amour s'entrelacent dans un récit à la fois fascinant et inquiétant. Elle rappelle que le danger peut parfois être invisible et que la compréhension profonde des comportements humains est essentielle pour prévenir les drames et protéger les plus vulnérables.